y a vraiment quelque chose de pas net dans cette ville. Courez, on sort. Putain, on va crever là. Je m'appelle Betty Miller. Je suis Charles Taylor, agent du FBI à New York. Je m'appelle Emma Jones. Je suis journaliste au New Yorker. Je menais une vie banale jusqu'à ce que Delta Green me contacte. Mon rôle consiste à veiller à la sécurité des Américains. Mon métier m'a fait croiser des choses que d'autres auraient laissées de côté. Des récits troublants. C'était un jour comme les autres à la bibliothèque, sauf que... Tout a changé le jour où j'ai rencontré Delta Green. Cela s'est produit lors d'une enquête particulièrement troublante, dans les profondeurs de la campagne new-yorkaise. Au début, je pensais qu'il s'agissait de simples légendes. Mais en creusant davantage, j'ai découvert des vérités terrifiantes qu'on n'ose pas admettre. C'est à ce moment-là que les agents de Delta Green sont intervenus. Et ensemble, on a découvert quelque chose qui dépassait de loin tout ce qu'on aurait pu imaginer. Une vérité inexplicable. Vous luttez réellement pour protéger le peuple américain, comme cela devrait être fait, en les protégeant des vérités que d'autres préfèrent ignorer. Mais plutôt de m'écarter, ils m'ont offert un rôle. Je les ai aidés à réécrire des articles, à effacer les traces d'une réalité que personne ne devrait connaître. J'ai participé à quelques missions pour vous, mais je ne me contente pas de ce rôle. Je protège le monde de ce qu'il ne pourrait comprendre, ni supporter. Je rêve un jour où je dirigerai ma propre équipe. Je suis sûr d'avoir ce que vous recherchez. Je ne veux plus me contenter d'effacer ces horreurs de la page. Je suis prête pour de nouvelles missions. Prête à plonger encore plus loin dans cette vérité qui me hante. Aujourd'hui, le soleil inonde la ville d'une lueur éclatante, faisant briller les façades et les vitres des gratte-ciel. On entend le bruit des rues animées, qui grouillent déjà de vie. Une symphonie de klaxons et de pas pressés résonne entre les bâtiments. Des bus bondés roulent le long des avenues bordées d'arbres, et les terrasses des cafés se remplissent de conversations animées. Les avenues sont constellées de taxis jaunes qui sillonnent la métropole. Malgré le chaos ambiant, tu te ferais un chemin dans la foule qui peuple le trottoir. Tu dépasses une rangée de cabines téléphoniques qui bordent un immense gratte-ciel, dont la porte principale est surmontée ostensiblement d'une mention en lettres blanches. Le New Yorker. Sans t'arrêter, tu entres par une des deux portes tambours et tu circules dans les couloirs faiblement éclairés jusqu'à l'ascenseur. Une fois sorti, au 15e étage, un brouhaha assourdissant se fait entendre. Les ordinateurs des bureaux, à boîtiers horizontaux, viennent d'être remplacés par les boîtiers verticaux. Tout le monde s'interroge sur cette nouveauté. Mais toi, tu n'as que faire de ces futilités. Et sans adresser la parole à qui que ce soit, tu entres dans ton bureau. La plaque fixée à la porte arbore ton nom, Emma Jones. Tu tires ta chaise pour t'asseoir, tout en observant d'un œil distrait le désordre de la pièce. Les étagères qui tapissent les murs débordent d'autres documents et de dossiers, dont certains finissent en piles instables posées à même le sol. Le bureau est à peine moins encombré, mais offre une place de choix pour le téléphone, posé bien en évidence. Le meilleur de ce tableau quotidien étant bien sûr la large fenêtre offrant une vue imprenable sur toute la ville en contrebas. Tu commences ton travail avec un article des plus basiques. Un restaurant, The Pie, fait beaucoup parler de lui. Un couple russe a établi un menu qui connaît un grand succès en ce moment. Tu commences par trier les documents sur ton bureau, en vérifiant bien qu'aucun sujet qui mentionnerait des événements paranormaux ne paraisse avant d'être retouché par tes soins. Quelques heures passent sans que tu ne les vois passer. Tu as presque terminé quand ton téléphone se met à sonner. Pas celui posé devant toi, mais un combiné dissimulé dans un de tes tiroirs de ton bureau. Ok, bah du coup, je décroche. Tu décroches. Un grésillement inhabituel te rappelle que cette ligne est cryptée. Bonjour, agent Médusa. Nous avons besoin de vous sur une affaire. Oui, je vous écoute. Il va falloir que vous vous rendiez dans une petite ville, à quelques kilomètres de Boston. Tout a été préparé pour vous, et nous avons déjà prévenu vos supérieurs pour votre absence. Il se passe là-bas des événements étranges. On a envoyé des agents sur le terrain, et cela fait 2 jours qu'ils ne nous donnent plus de nouvelles. D'après leur dernier rapport, des morceaux de journaux et articles occultes circuleraient dans la ville. Le Boston Globe en serait la source. C'est une petite agence de journalisme installée dans la ville. Ils sont directement liés avec l'agence de Boston. Pour vous assister, 2 autres agents seront également assignés à cette mission. Ensemble, vous devrez retrouver vos collègues disparus et éliminer la menace s'il y en a une. Peut-on compter sur vous? Oui, très bien. Vous prévoyez combien de jours pour cette mission? Tout le temps qu'il vous faudra. Votre priorité est de découvrir ce qui se cache là-bas.
Très bien, je pars dans l'heure. Vous retrouverez les 2 autres agents à l'hôtel de ville. Très bien, je prépare mes affaires et je pars. Parfait. Au revoir. Au revoir et bonne chance. Je voulais juste prévenir mon éditeur que je pars sur une enquête, pour un article, et que j'ai fini le projet qu'il m'a demandé de finir pour Comedy. Donc il n'y aura pas de souci pour la publication. Tu sors de ton bureau en direction de celui de ton éditeur pour lui expliquer la situation. Ok, je serai par contre avec sûrement un indique, donc il faudra surtout pas me contacter, sinon je risque de prendre peur. Donc je vous contacterai, chef. J'ai été prévenu, en effet. D'ailleurs, on m'a fait parvenir ça pour vous. Tenez. Ton chef ouvre un de ses tiroirs et te tend une enveloppe que tu ranges précieusement dans une de tes poches. Soyez prudente comme toujours. Ah, et j'oubliais, une valise vous attend en bas. Une fois la conversation avec ton chef terminée, tu sors de la pièce. Tu en profites pour regarder le contenu de l'enveloppe. À l'intérieur, un billet d'avion et un pins en forme de triangle. Au rez-de-chaussée, tu récupères la valise qui t'attend et tu quittes le bâtiment. Quelques instants plus tard, tu fais signe à un taxi et tu pars en direction de l'aéroport. Betty Millers, 30 minutes d'avance, comme tous les jours. Tu prends ta clé et tu ouvres la porte de la bibliothèque de New Winton. Machinalement, tu retournes le panneau fixé à la porte vitrée pour signaler l'ouverture. De grandes piles d'ouvrages qui doivent être triés et replacés dans les étagères t'attendent. Tu te mets directement au travail. Tu arrives à peine à la moitié de ton rangement quand une sonnerie brise le silence. Elle vient de la petite pièce derrière toi qui sert habituellement de bureau ou de salle de repos aux employés de la bibliothèque. Je lâche tout. C'est un peu le moment excitant un peu de ma journée, de ma vie un peu routinière, pour décrocher immédiatement. Tu décroches. Au départ, un long bruit, suivi de plusieurs interférences. Tu comprends qu'on chiffre la ligne. Bonjour, agent Watson. Au rapport. J'aurais besoin de vous sur le terrain pour une première mission. Pendant combien de jours? Une semaine devrait être largement suffisant. Nous pensons que vous serez un élément fort lors de cette mission. Des documents ont été retrouvés dans une petite ville à proximité de Boston. Et vos qualités d'analyse seront un atout majeur. Parfait. Je pars quand? Tout de suite, tout est prêt. Vous aurez juste à vous présenter à l'aéroport d'Hartford. Où est le point de rassemblement? À l'hôtel de ville de Milton. Une valise vous sera confiée à l'aéroport. Vous aurez toutes les informations nécessaires et de quoi vous changer. 2 autres agents devraient vous rejoindre. Comment est-ce que je les reconnaîtrai? Je sais que c'est votre première mission, mais ne vous inquiétez pas, ils vous reconnaîtront. À l'intérieur du bagage, nous vous fournirons un pins. Suivez la procédure en le gardant bien visible pour les autres agents. D'accord. Faites-moi le meilleur compte-rendu possible, agent Watson. Si vos résultats sont satisfaisants, nous pourrons peut-être vous trouver une place aux archives de l'agence. Je vais faire de mon mieux. Au revoir. Direct, j'envoie valdinguer la petite roulotte de livres à trier. Je prends mes affaires, mon sac à main et je file vers la sortie. Juste avant d'ouvrir la porte, tu prends le téléphone à l'entrée et appelles un taxi. Puis tu sors de la bibliothèque que tu fermes minutieusement. Il est encore tôt et le silence règne encore dans la rue. Au coin d'un bâtiment, un chat t'observe intensément. L'ambiance est étrange, mais après quelques minutes, le bruit du taxi rompt le silence et chasse le félin. Sans perdre de temps, tu montes dans la voiture et tu donnes la direction au chauffeur. L'aéroport. Après 1 heure de trajet, tu arrives à destination. En te présentant, on te remet une valise et on te demande d'attendre pour pouvoir embarquer pour ton vol. Tu regardes ce que t'a laissé l'agence. Des vêtements, de la nourriture, une lampe torche et dans une enveloppe, un pins en forme de triangle. Encore 30 minutes d'attente. Des passagers circulent dans tous les sens. Des claviers résonnent dans tout l'open space et des bruits de paperasse se font entendre dans les bureaux au loin. D'ailleurs, un autre bruit de papier marque notre attention. Dans un bureau à Washington, un homme circule entre ses collègues. Il entre dans une petite pièce. Les initiales FBI sont gravées sur sa veste. Il se pose derrière son bureau. Je suis en train de régler un peu de paperasse sur la dernière affaire que j'ai eue, des petits cambrioleurs qui s'amusent à passer des temps en état et piquer 2-3 coffres-forts en kidnappant 2-3 mamies si jamais il y a la police qui arrive, des trucs comme ça, quoi. On frappe à ta porte. Un de tes collègues entre. « Hey Charles, excuse de te déranger, mais il y a quelqu'un pour toi sur la 13. » Vas-y, passe-le-moi. Tu prends ton téléphone et tu le règles sur la fréquence 13. Au départ, un long bruit blanc se fait entendre. Tu reconnais directement les méthodes de Delta Green. Comme d'habitude, quelques interférences, tu sais que la ligne est sécurisée. Agent Burton, Oui, nous avons besoin de vous sur une mission. Il va de nouveau falloir faire vos preuves. y a pas de problème, je suis prêt. Dans le cadre de cette mission,
Nous aurions besoin que vous protégiez 2 de nos agents. Ce sont des agents formés ou... Cela va être leurs premières expériences du terrain. Elles ne sont donc pas habituées à tous les rudiments de Delta Green. Je ferai en sorte que tout se déroule bien. Très bien. Nous allons vous donner des informations que vous jugerez bon ou non de transmettre aux 2 autres agents selon leur comportement envers nous. Dans la ville de Milton, cela va maintenant faire bientôt 1 mois que des disparitions d'enfants ont lieu. Au départ, nous pensions simplement à des enlèvements et nous ne sommes pas intervenus. Mais depuis quelques jours, la communication avec les habitants devient de plus en plus difficile. Nous avons donc envoyé 2 agents, mais cela fait maintenant plusieurs jours qu'ils ne nous donnent plus de nouvelles. Votre mission est de découvrir ce qui se passe dans la ville et de faire le ménage si nécessaire. Vous avez les dossiers des enfants? Vous avez des documents à disposition sur eux. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez aussi m'envoyer un petit récapitulatif des capacités des personnes que je dois protéger aussi? Oui, vous aurez accès à quelques informations de nos agents. Ok, très bien. Je pars dans la demi-heure qui arrive. Parfait. Une enveloppe avec votre billet et une valise vous attendront dans le casier 45 de l'aéroport. Le code est simple. 56 84 75. Nous vous souhaitons bonne chance. De la réussite de cette mission pourraient dépendre vos prochaines affectations. Et peut-être pourriez-vous intégrer officiellement les forces principales de Delta Green. C'est vrai que ça me plairait beaucoup. J'en ai marre de tous ces papiers. Au revoir. Tu sors des bureaux du gouvernement, tu passes devant ta voiture de fonction, mais tu sais que tu dois éviter de te déplacer avec ton véhicule personnel quand tu travailles pour l'agence. Tu appelles un taxi et direction l'aéroport. Ce n'est pas la première fois que tu suis cette procédure. Tu récupères assez rapidement les affaires habituelles dans le casier et tu embarques pour ton vol. Durant le trajet, tu ouvres le paquet que tu as sorti de la valise. À l'intérieur, une enveloppe avec un pin en forme de triangle et en dessous des papiers que tu commences à étudier. Tu découvres une photo de l'agent Medusa et d'après les informations du document, elle a pour mission d'enquêter sur les journaux de Milton et de détruire des preuves potentielles. L'agent Watson, quant à elle, a une grande importance. Elle possède des connaissances essentielles au futur de Delta Green. Il faut la tester pour voir comment elle se comporte sur le terrain, mais il faut la protéger à tout prix. Concernant les enlèvements, cela a commencé il y a 1 mois, quand 2 enfants ont été portés disparus, Frederick Smith et Geoffrey Johnson. Dans les jours qui ont suivi, c'est une douzaine d'enfants qui ont disparu à leur tour. Tu as à ta disposition les adresses de chaque famille victime de ce drame, une petite carte en carton avec un numéro de téléphone pour joindre Delta Green en cas d'urgence, les adresses des différents hôtels de la ville, ainsi qu'une arme, un Colt Double Eagle. Après 1h30, tu arrives enfin à Boston. La chaleur suffocante pèse lourdement sur la ville. D'un geste nerveux, tu appelles un taxi qui te conduit à Milton, une ville isolée à une trentaine de minutes de là. L'air dans le véhicule est irrespirable. Tu baisses la fenêtre, espérant un peu de fraîcheur, mais tout ce que tu reçois, c'est une brise sèche et brûlante. Le paysage défile lentement, des allées dénudées, des plaines parsemées de terre calcinée, comme si un incendie avait récemment dévoré la région. Tu remarques des zones où la végétation semble morte, ravagée par le feu. Soudain, un panneau défraîchi apparaît. Milton. Les bâtiments éparpillés le long de la route s'effritent sous un soleil accablant. Devant toi, l'asphalte semble ondulé, déformé par la chaleur. Le taxi s'arrête brusquement au milieu d'une place déserte et un silence pesant envahit aussitôt. Pas une âme ne se montre, aucune trace de vie. La ville baignée de lumière paraît abandonnée. Il règne une étrange atmosphère, un sentiment oppressant qui fait monter une sueur froide dans ton dos. Le soleil brûle et aucun habitant n'ose sortir. Les rues sont vides, comme désertées par la peur d'un danger invisible. Au bout de la place, tu remarques 2 silhouettes immobiles, portant chacune une valise, près d'un bâtiment qui te semble être l'hôtel de ville. En te rapprochant, tu reconnais les visages que tu as vus en photo, les agents Medusa et Watson. En vérité, tu n'es pas mécontent de retrouver tes 2 contacts. Cette ville est quelque peu sinistre. Je les regarde fixement pour qu'ils comprennent que je sais qui c'est. Bonjour, vous êtes le 3e agent qu'on attendait? Oui, bien sûr, vous pouvez m'appeler Agent Burton. Agent Watson, enchanté de vous rencontrer. Agent Médusa, pour vous servir? Très bien, enchanté, je suis là pour assurer votre protection. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Très bonne question. Eh bien, moi, on m'a dépêché pour regarder des morceaux de journaux qui parleraient de choses paranormales qui ne devraient pas sortir au niveau des foules. Donc, je comptais me diriger vers des articles compromettants. D'accord, vous n'êtes pas au courant du coup.
de ce qui se passe dans la ville. On sait qu'il y a des éléments liés à l'extraordinaire, mais on n'a pas pour le moment les détails de la mission. Ça vous dirait qu'on aille prendre un café dans un bar dans le coin et puis on en discute? L'agent s'invite, bien sûr. Allons-y alors. Vous déambulez lentement dans les rues. La chaleur est de plus en plus difficile à supporter. Chaque pas résonne sur les pavés, amplifiant le silence qui règne dans la ville déserte. Malgré les volets clos sur toutes les façades, vous ne pouvez vous empêcher de sentir des regards invisibles peser sur vous. Et, à mesure de votre progression, cette impression qui se fait de plus en plus pesante, comme si des dizaines de paires d'yeux vous suivaient depuis les fenêtres sombres, dissimulées derrière les rideaux. Finalement, vous apercevez la devanture d'un débit de boisson. Son enseigne usée pend tristement au-dessus de la porte. Devant l'entrée, plusieurs tables vides s'alignent, elles aussi semblant souffrir de la vigueur du soleil. Pas un client en vue. Pourtant, derrière les fenêtres poussiéreuses, des bruits résonnent, des voix étouffées, de l'agitation. Il y a l'air d'avoir du monde à l'intérieur, pas mal de monde. Vous n'êtes pas sûr d'être soulagé par cette soudaine animation. Vous décidez de rester dehors pour le moment et vous vous installez sur des tables à l'extérieur. Je parle doucement, hein. Je chuchote de façon à ce que les gens autour ne nous entendent pas. Apparemment, dans cette ville, il y aurait disparitions relativement inquiétantes qui sortent de l'ordinaire d'une disparition. Je sais que c'est un peu bizarre comme ça, mais C'est-à-dire la disparition, est-ce que c'est le lieu de disparition, les conditions? c'est les conditions apparemment de disparition. J'en sais pas trop plus. Je connais juste le nom des 2 enfants qui ont disparu, Frédéric et d'un certain Geoffrey. Qui aurait disparu dans ce village. Exactement. De manière inquiétante. Très important. On a une idée de la date? Il y a 2 semaines. On aura peut-être des informations dans le journal local. Je regarde autour de moi si j'en vois pas un qui traîne. Tu te lèves et tu en vois un, abandonné sur une table voisine. Il semble être là depuis un moment. En t'approchant, tu remarques que c'est un journal en lambeaux, abandonné négligemment par son propriétaire. Il est vieux d'une dizaine de jours. Certaines pages sont déchirées, comme arrachées à la hâte, et d'autres portent des marques de petites dents, des trous irréguliers qui laissent deviner le passage d'animaux. Tu déplaces délicatement la tasse et tu attrapes le journal pour essayer de déchiffrer quelques articles. Le premier que tu arrives à lire t'apprend que la maison d'un certain monsieur Corbett devait être détruite, mais que les travaux prennent sans cesse du retard. Un autre annonce que l'ouverture de la chasse aura lieu plus tôt que prévu cette année, en raison d'un accroissement anormal des populations d'animaux sauvages dans la région. La plupart des autres paragraphes sont insignifiants ou illisibles. Du coup, je partage mes découvertes avec les 2 autres agents. Absolument rien sur les enfants, mais ça parle de construction, tout ça, et une maison qui aurait dû être détruite depuis plusieurs jours et qui n'est toujours pas détruite. Peut-être qu'on pourrait s'interroger sur pourquoi elle n'est pas encore détruite. Et aussi une histoire de beaucoup d'animaux sauvages, mais bon, c'est le printemps, faut pas trop s'étonner là-dessus. Oui, les animaux, c'est normal, j'ai l'impression. C'est quand même curieux que 2 enfants disparaissent de ce village. Enfin, 900 habitants, c'est une petite communauté. Et pourtant, ils n'en parlent pas sur les journaux et dans la rue, pas d'affiches qui les recherchent. Peut-être qu'il faudrait interroger les habitants. Il doit y avoir anguille sous roche. Peut-être qu'ils ne veulent pas les retrouver. Est-ce que c'est la ville ou est-ce que c'est l'agence qui essaye d'étouffer l'affaire? Agent Burton, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez eu vent de cette information? Non, en revanche, une idée qui me vient, ce serait de demander où se trouve la maison d'édition de ce journal et d'essayer de regarder les copies antérieures, c'est-à-dire de celles qui datent d'il y a 2 semaines à peu près depuis la disparition des enfants, voir si quelque chose apparaît sur eux ou pas. Si on a l'identité des enfants, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller interroger les parents aussi? On peut le faire, oui, aussi, bien sûr. Oui. Mais On pourrait aller récupérer le journal d'il y a quelques semaines. Je suis journaliste, donc je peux très bien faire passer ça pour un travail nécessaire à un autre article. Oui, je pense que le mieux est quand même de prendre le plus d'informations possible avant d'aller voir les parents, de façon à se faire une idée relativement objective de ce qui s'est passé et non pas n'avoir que la version des parents. ça nous donnerait quand même une première idée des conditions dans lesquelles les enfants ont disparu. Médusa, dans votre recherche,
Est-ce que ce serait possible si vous pouviez regarder si dans les anciens journaux, ils mentionnent cette apparition d'animaux sauvages dans la ville? Dans les articles précédents? Si on va à la maison d'édition, s'il y a d'autres mentions. Ah bah oui, je peux regarder en même temps, pas de souci. On pourrait, pourquoi pas, vous, Médusa, aller à la maison d'édition, jeter un petit coup d'œil, voir s'il y a des infos donc, sur ces enfants, et nous aller voir l'un des parents en premier. Ou nous pourrions directement aussi aller au poste de police. En général, si les disparitions sont inquiétantes, je pense que la police, soit elle en sait rien, soit elle veut pas trop en savoir, quoi. Si on va voir la police dès maintenant, ils vont se méfier de nous. Est-ce que la police est contre notre association? Ou est-ce qu'elles ont des liens? Non, ils ne sont pas au courant, absolument. Alors que vous êtes tous assis à bavarder, une ombre passe au-dessus de vous. Un nuage épais et sombre masque le soleil, assez remarquable au milieu de ce grand ciel bleu. Au même moment, la porte de l'établissement grince bruyamment en tournant sur ses gonds. Une silhouette s'avance vers vous, d'un pas mal assuré. L'homme est en nage, et des gouttes de sueur perlent sur son front épais. Dans ses mains tremblantes, il tient un plateau sur lequel s'étalent des tranches de saucisson et des coupelles contenant des préparations que vous ne parvenez pas à identifier à cette distance. Bonjour, je ne vous avais pas vu avec tout le monde qu'il y a à l'intérieur. Il fait une de ces chaleurs en ce moment. Pour me faire pardonner, je vous ai amené ce petit plateau, le temps que vous me passiez commande. Nous sommes végétariens. Excusez le comportement de mon compagnon. Effectivement, on a tendance à comment dire, la détresse animale nous touche tout particulièrement. On soutient les droits animaux. Je comprends, c'est important. Oui, tout à fait. L'homme se fige un moment devant vous. Son regard est perdu dans le vide. Vous avez besoin de quelque chose, peut-être? Oh non, j'étais juste perdu dans mes pensées, excusez-moi. J'ai beaucoup de clients à l'intérieur, je vais rentrer. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Oui. Est-ce que on vient d'arriver en ville, on est là pour des vacances. Passer quelques jours à la campagne, dépaysement, tout ça. Est-ce que vous avez des activités à nous conseiller, des petites nouvelles sur la ville? Qu'est-ce qu'on devrait savoir? Eh bien, les balades en forêt sont magnifiques, mais en ce moment, avec tous ces animaux, c'est pas conseillé. Les animaux? Oui, il y en a beaucoup plus que prévu cette année. Mais bon, nos chasseurs vont s'en occuper d'ici peu, ne vous inquiétez pas. Après, vous savez, il fait tellement chaud. N'hésitez pas à vous reposer dans un hôtel, visiter la ville, et puis repasser au bar. Avec plaisir, on n'y manquera pas. J'ai pas saisi votre prénom, excusez-moi. William. Enchanté, William. Et vous? Watson. Enchanté également, je dois vraiment y retourner là par contre. Mais n'hésitez pas s'il vous faut quoi que ce soit d'autre. Je vous laisse le plateau au cas où vous décidiez de changer d'avis. Passez une bonne journée. Au revoir. L'homme retourne dans son établissement, laissant son plateau sur votre table. Il n'a même pas pris votre commande. Un peu mal à l'aise, vous décidez de quitter les lieux pour retourner découvrir la ville. À peine levé, vous voyez que plusieurs têtes se massent derrière les vitres du bar, comme pour surveiller votre départ. Vous êtes retourné sur vos pas, à côté de l'hôtel de ville. Un grand plan de la ville est affiché. Quoiqu'un peu défraîchi, il vous permet facilement de comprendre la géographie de cette agglomération. Vous repérez même comment vous rendre à un des hôtels. Du coup, moi, je pense aller regarder des articles avant d'attirer trop l'attention, étant donné que ces gens du village ont l'air quand même très curieux. C'est vrai qu'ils ont l'air assez bizarres. Je pense que oui, le journal est mieux dans un premier temps, et après, si jamais on en apprend pas assez, aller voir les familles. Si les familles sont pareilles que cette espèce de barman qu'on a vu, moi ça m'inspire rien de bon. Est-ce qu'on y va tous ensemble ou est-ce que ça paraîtra suspect, 3 personnes qui demandent à avoir accès au journal d'un coup? Ça peut être un peu suspect. Je pense que vous et moi, Madame Watson, nous pouvons rester en bas. Je pense qu'aujourd'hui nous allons boire beaucoup de café, si vous voyez ce que je veux dire. Mais appelez-moi Watson et tutoyez-moi. Je préfère garder mes distances avec les autres agents. Mais gardez le vouvoiement alors, Monsieur Burton. Cela fait plus officiel, puis en fin de compte, nous ne nous connaissons pas vraiment. Si vous le voulez bien, agent Médusa, prendrons vos bagages et nous irons aussi les déposer à l'hôtel en vous attendant. Pas de soucis. Après une rapide concertation, vous choisissez de vous séparer. Agent Médusa, après un dernier coup d'œil sur la carte qui te permet de t'assurer d'avoir bien mémorisé l'emplacement de la maison d'édition de la presse locale,
Tu t'éloignes seul et tu t'engages promptement dans les rues étroites au nord de la place. Agent Burton et Watson, vous vous dirigez vers l'ouest, en direction de l'hôtel que vous avez sélectionné. Sur votre chemin, vous ne croisez toujours personne. Les boutiques sont fermées. Certaines donnent l'impression d'être closes depuis des semaines. Malgré l'absence remarquable de la moindre petite agitation, la sensation que des regards invisibles vous suivent ne vous quitte toujours pas. Enfin, la silhouette de l'hôtel se dessine au bout de la rue. Comme tous les autres bâtiments ici, son aspect est vieillot et abîmé. Il projette une grande ombre rectangulaire qui lui donne une allure imposante. Une fois à l'intérieur, vous accueillez avec satisfaction la fraîcheur qui subsiste entre les murs épais de l'édifice. Au fond du hall, une femme est assise derrière le comptoir d'accueil. Elle vous fixe, sans sourire. Ses traits tirés semblent témoigner d'une grande fatigue. À sa gauche, un escalier en bois permet d'accéder aux étages supérieurs. Agent Watson, ton regard s'attarde sur un grand plateau en liège fixé sur le mur à ta droite. Des papiers et prospectus y sont punaisés en désordre. Annonces, offres de travail, événements locaux en tout genre. Rien de bien passionnant. Cependant, tu remarques que les dates de tous les documents sont antérieures à 2 semaines. Rien ne semble avoir été accroché depuis. Je m'avance vers l'accueil. Bonjour. Nous aimerions avoir une chambre pour 3, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. Tenez, ce sera la chambre 114 à l'étage. Vous paierez à la fin de votre séjour chez nous. Merci. Je jetais un coup d'œil à votre panneau d'affichage et c'est peut-être un manque de temps, hein, je ne veux pas... Voilà, mais j'ai remarqué qu'il n'était pas à jour depuis quelques semaines. Oui, en général, ce n'est pas nous qui nous occupons de ça, ce sont surtout les habitants ou des employés de la ville qui viennent accrocher leurs annonces. Tout ça dans le but qu'elles soient vues pour les clients de l'hôtel. En ce moment, c'est plutôt calme en effet, mais à cette période de l'année, il y a moins de monde dans la région, alors rien d'anormal. Et peut-être auriez-vous accès à ces informations? Enfin, je voudrais pas que moi et mes compagnons loupent une activité essentielle à faire dans votre ville. Si vous voulez découvrir un peu le coin, je vous recommande vivement le centre historique de la ville, nous en sommes très fiers ici. Nous avons aussi une forêt assez exceptionnelle. Avec ce temps, un petit pique-nique dans la nature, c'est bien agréable. D'ailleurs, beaucoup de gens de Boston viennent se ressourcer dans la région. Quand vous parlez de centre historique, c'est-à-dire la mairie, tout ça, non? Oui, l'hôtel de ville, nos bâtiments, le musée. La ville a été fondée il y a longtemps. Notre musée parle justement de la création de la ville. Sachez-le, mais les premières fondations remontent aux années 1662. Ah oui, donc il doit y avoir pas mal de vieux bâtiments, de vieilles choses comme ça, quoi. Ils sont situés dans une zone spéciale ou... Tous les bâtiments proches de l'hôtel de ville sont les plus anciens. D'accord. Oui, logique après, effectivement, oui. Oh, très bien. Il vous faudra quelque chose d'autre ? Non, merci. Vous gravissez lentement les marches vers le premier étage. Chaque pas fait grincer les vieilles planches en bois sous vos pieds. L'hôtesse, toujours assise à son comptoir, vous fixe du regard. Ses yeux vous suivent, sans jamais cligner. Agent Watson, ton esprit reste troublé par l'échange que tu as eu avec elle. Il y a quelque chose d'étrange chez cette femme, et tu l'as perçu dès le premier instant. Ses yeux cernés de fatigue qui s'ouvraient et se fermaient par intermittence lui donnaient une allure mécanique. Elle semblait lutter contre un sommeil profond et paraissait absente, perdue dans ses pensées. Sa voix aussi te trotte dans la tête, lente, maladroite, hésitante, comme si chacun de ses mots pesait lourdement et qu'elle ne savait pas vraiment ce qu'elle devait dire. Ok, ils sont chelous dans ce patelin. Vous trouvez assez facilement la porte de votre chambre. Chut. Je regarde l'agent Watson en lui faisant signe de ne pas faire de bruit. On se dirige vers la porte de notre chambre, je l'ouvre et je sors mes talkie-walkie de ma poche. Du coup, je l'allume et je le passe dans la pièce pour voir s'il n'y a pas des interférences. Tu passes quelques secondes à examiner la pièce, mais aucune interférence. C'est bon, on peut parler. Je trouve que ces habitants sont un peu particuliers. Est-ce que c'est le fait de vivre à la campagne qui rend les gens aussi suspects? Vous avez dit que vous avez les dossiers de disparition des enfants. Est-ce que il y a les détails de leur disparition ou les lieux de disparition? Est-ce qu'ils habitaient au centre-ville ou est-ce qu'ils habitaient près de la forêt? Aucun détail à part que les 2 premiers habitaient près de la forêt, oui. Mais je suis d'accord avec vous. La ville, elle a l'air étrange. Il n'y a aucune information des disparitions et
Et ce barman, il m'inspirait vraiment pas confiance. Je jette un coup d'œil par les rideaux de la chambre, mais genre discrètement, pour regarder dans la rue. Tu observes la rue, mais rien. À moins que, si, sur le toit du bâtiment d'en face, plusieurs corbeaux viennent de se poser dans l'ombre du bâtiment. Et tu jurerais qu'ils fixent votre fenêtre. Je referme le rideau. Je me tourne vers l'agent Burton. Agent Burton, je vais faire un tour à la bibliothèque. Je viendrai. Vous descendez les marches et vous repassez devant l'hôtesse. Ah, excusez-moi, j'ai trouvé quelque chose que vous pourriez faire. Tenez, il y a un grand repas d'organiser. Tradition chez vous? Oui, exactement. D'accord. Ce sera une belle fête. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. Tu prends le prospectus. En poussant la porte d'entrée, vous êtes à nouveau frappé par la chaleur étouffante qui règne dehors. Vous l'aviez presque oublié. En sortant, je regarde s'il y a toujours les corneilles. Ils sont tous sur le toit du bâtiment en face de l'hôtel, regroupés sous l'ombre d'un relief bétonné. Petit à petit, ils se tassent dans le repli du bâtiment et vous ne pouvez plus les voir. Ce comportement étrange vous laisse perplexe. Vous vous enfoncez de nouveau dans la ville. Agent Watson, tu en profites pour déplier le prospectus que tu as entre les mains. Différentes activités sont organisées, balades en poney, expositions d'artisans locaux, musique, plusieurs petits jeux en bois à découvrir, et un grand repas organisé le 8 juin en forêt. Mais quelque chose ne va pas. Le 8 juin, c'était il y a 2 semaines. Je tends le papier à mon compagnon. Agent Burton, Oui. regardez. Hmm, Curieux. Est-ce que le phénomène pour lequel on vient ne concerne pas juste ces 2 disparitions, mais peut-être la ville entière? il est vrai qu'il est possible que oui, en effet, c'est vrai que le barman avait un comportement assez suspect, mais moi j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de problèmes que ça dans la ville. Mais qui n'arrive pas à se souvenir d'une fête d'il y a 2 semaines où elle est sûrement y allée en plus il y a 2 semaines? Elle a sûrement fait son repas avec tous les collègues de sa ville. Et là, elle nous redonne un papier. Se lever quelque chose qui, oui, effectivement, est relativement inquiétant, bien sûr. D'ailleurs, je m'excuse de ne pas l'avoir vu avant. Non. Après, ne nous hâtons pas. Peut-être une jeune femme un peu tête en l'air. Vous continuez à avancer sans parler, réfléchissant au prospectus et à toutes les petites choses étranges qui vous sont arrivées depuis que vous êtes dans cette ville. Mais l'arrivée devant un grand bâtiment en briques rosées vous tire de vos pensées. La bibliothèque. Vous vous apprêtez à entrer quand une voix vous interpelle derrière vous. Agent Médusa, tu te tiens devant la maison d'édition de Milton, le doigt encore posé sur le bouton de la sonnette. Tu relâches pour la 2e fois la pression et tu entends des bruits de pas. Puis une pression sur la poignée. La porte s'ouvre. Un homme de la trentaine sort de l'encadrement, chemise froissée, mal coiffée, les traits tirés. Il te toise de haut en bas d'un regard interrogateur. Oui, c'est pourquoi ? Bonjour, je suis journaliste du journal Le New Yorker et j'ai été dépêchée ici pour mon dernier article dont je ne peux pas divulguer le nom et j'aurais besoin de voir vos archives. Est-ce que c'est possible? Vous avez une carte de presse ou quelque chose comme ça ? Bien sûr. Et j'en ai une fake, je la montre. On n'attendait personne pourtant. C'est parce que c'est un article écrit dans l'urgence sur une très grosse affaire qui est actuellement en cours. Ça ne peut pas être divulgué. Vous comprenez? Oui, on peut bien vous laisser rentrer. L'homme s'écarte un peu pour te laisser entrer, et une fois à l'intérieur, il referme la porte derrière toi. Tu te retrouves dans un couloir sombre et exigu. Au bout, tu entends des voix qui parlent les unes par-dessus les autres. Dans un geste silencieux, il t'invite à le suivre et à entrer dans la pièce d'où provient ce brouhaha. Et je regarde bien autour de moi quand je passe dans la salle où il y a tous les journalistes pour essayer de glaner la moindre information. La salle est pleine de journalistes, affairés à diverses tâches. Tout ce petit monde est à demi plongé dans le noir. Les fenêtres sont fermées et la lumière peine à passer au travers des persiennes. Debout et assis sur un coin de table, 4 hommes ont une conversation animée, mais ils se taisent quand ils te voient entrer dans la pièce. Seule la lumière bleue des écrans d'ordinateur éclaire les visages inexpressifs de ceux chargés de rédiger les articles. Au fond de la pièce, un homme transporte des piles de papier, les bras chargés de documents. Rien de remarquable à première vue, mais un reflet lui sur quelque chose qu'il porte à la poitrine. Tu réalises qu'il porte le même pins que celui que l'agence vous a remis, identique à celui accroché à ta veste. Tu te figes un instant, mais l'homme qui te guide ne s'arrête pas.
Il traverse la pièce et t'attend déjà près d'une petite porte en bois, de la même couleur que le mur sur lequel est inscrit, en lettres ternies, « Archives ». L'ouverture révèle un escalier qui s'enfonce dans les profondeurs du bâtiment. Il fait plus frais ici, et la lumière froide qui illumine la pièce ne te plaît pas. En bas, tu arrives dans une vaste salle morcelée en petits compartiments, séparés par des grilles de métal rouillé. Derrière chacune d'entre elles, des casiers encombrés de papier jauni et de dossiers empilés sans ordre apparent s'entassent. Je vais rester là, avec vous, au cas où vous auriez besoin d'aide. Ça sera pas nécessaire. Mais c'est gentil de proposer. Vous êtes sûr ? Je vous assure, j'ai l'habitude. Très bien. S'il y a quoi que ce soit, je serai à l'étage. J'attends de l'entendre bien parti. L'homme remonte d'un pas lent. Il marque une longue pause au milieu de l'escalier, puis tu l'entends reprendre sa marche. La porte d'en haut se referme. Je commence à fouiller un peu, et quand je vois que les papiers et casiers n'ont pas l'air bien rangés, j'essaie de les trier par rapport à ceux qui me semblent en meilleur état. Et j'essaie de suivre les dates pour voir s'il y a au moins un classement chronologique de faits ou pas. Tu te mets au travail. Tu te plonges dans cette tâche familière de tri et de classement. C'est presque devenu une seconde nature pour toi, comme dans ton bureau new-yorkais, où tu es souvent celle qui remet de l'ordre après le passage de tes collègues. Ici, dans cet espace sombre, tu t'efforces de ne pas laisser le malaise t'envahir, te concentrant sur les piles de documents qui s'accumulent autour de toi. Le temps semble s'étioler, glissant entre tes doigts sans que tu ne le remarques, perdu dans ce travail mécanique. Tu crées des tas, classant les papiers en diverses catégories, tentant d'imposer un semblant de logique au chaos ambiant. Des heures passent, les dossiers se succèdent, et tu t'enfonces de plus en plus profondément dans ces archives poussiéreuses. Soudain, quelque chose attire ton attention. Une pile particulière. Des articles qui, visiblement, n'ont jamais été publiés. Tu les feuillettes rapidement, mais l'un d'eux te marque. En 1880, une famille d'immigrants français a emménagé en ville, mais suite à une série d'accidents qui ont tué les parents, les 3 enfants se sont retrouvés estropiés à vie et ont fui la maison. Après ces terribles événements, la maison est restée un long moment vacante, jusqu'en 1909, où une nouvelle famille s'est de nouveau installée. Pour m'avoir Malheureusement, laissé ils ont regarder vos rapidement archives. été victimes d'une tragédie. En 1914, l'aîné s'est suicidé suicidé avec un couteau de cuisine, provoquant le départ de la famille. Par la suite, c'est en 1918 qu'une nouvelle famille, les Macario, ont récupéré la maison avant de la quitter quasiment aussitôt dans des circonstances curieuses. L'article n'est pas terminé. Sur la première page, une photographie jaunie montre une maison en bois de 2 étages, sombre et menaçante. En regardant l'image, tu ne peux t'empêcher de sentir un frisson te parcourir. L'article est accompagné d'un registre qui indique que la photo a été tirée des archives de la bibliothèque. Tu ne sais pas combien de temps tu as passé ici. Tu regardes autour de toi, il y a encore tellement de travail à faire pour tout trier. Et puis, tu entends la porte à l'étage s'ouvrir. Vous vous en sortez, madame ? Vous pensez avoir bientôt fini ? Bientôt, oui. C'est pourquoi vous allez fermer? Non, je viens juste prendre de vos nouvelles. Cela fait maintenant 2 heures que vous êtes là. Je voulais savoir si tout se passait bien. Oui. Vous avez trouvé ce qui vous intéresse ? Ah, ça, je n'ai pas le droit de vous le dire, par contre. Très bien. N'hésitez pas s'il vous faut quoi que ce soit. C'est gentil, merci. La porte se referme de nouveau. Je pense que je déchire l'article qui concerne la maison et je l'emmène. Je le cache dans mon carnet. Et après, je continue de fouiller. Tu fouilles avec hâte parmi les dossiers, espérant désespérément trouver un article, une mention, quoi que ce soit sur ces enfants disparus. Mais rien ne semble correspondre, pas une ligne ne fait écho à cette histoire troublante. Puis, enfin, quelque chose. Dans une pochette sans titre et non datée, tu trouves un document qui fait mention d'une descente de police organisée contre l'église Notre-Seigneur délivreur de secrets en 1912. Elle a été motivée par des déclarations écrites assurant que des membres de l'église étaient responsables de plusieurs disparitions d'enfants dans le quartier. 3 agents de police et 17 fidèles furent abattus ce soir-là. Les comptes rendus laissent penser que d'importantes personnalités étaient liées à la secte, ce qui expliquerait pourquoi cette affaire est restée dans les archives. Le pasteur fut incarcéré et condamné à 40 ans de prison, mais il réussit à s'évader en 1917 et à quitter le pays. Tu expires longuement, tu désespères de trouver quelque chose d'intéressant ici. Et puis, tes pensées se bousculent. Tes collègues,
Où sont-ils? Cela fait un moment que tu ne les as pas revus. L'inquiétude grandit en toi. L'homme à l'étage, celui avec le pins identique au vôtre, hante aussi tes pensées. Qui est-il vraiment? Et pourquoi ce détail te semble-t-il si menaçant? Un bruit sourd retentit au-dessus de toi. Quelqu'un a fait tomber quelque chose à l'étage. Mais tu as ce que tu étais venu chercher. Je range mes affaires et je commence à partir. Tu commences à remonter les escaliers. En haut, aucun bruit. Tu pousses doucement la porte. Ils sont tous là, debout. Ils te regardent fixement. Tu ne sais pas comment réagir. Ce moment dure plusieurs secondes. Mesdames et messieurs, Puis, tout le monde reprend ce qu'ils étaient en train de faire. Et le bruit ambiant repart comme si de rien n'était. Tu t'efforces de ne rien laisser paraître alors que tu te diriges lentement vers la sortie, ton regard balayant la pièce. Tu revois l'homme avec le pins. Il est là, parmi les autres journalistes, parfaitement intégré dans leur routine. Rien d'anormal à première vue. Il se comporte comme les autres, tapotant sur son clavier, concentré sur son travail. Dans un des coins, un homme s'affaire à ramasser une étagère tombée au sol. Le bruit de tout à l'heure, sans aucun doute. merci à tous pour m'avoir laissé regarder vos archives. Aucune réponse. Je pars, c'est vraiment bizarre ici. Tu pars à la hâte. Tu retournes dans les rues de la ville. Le soleil est beaucoup plus bas que quand tu es rentré. Tu es resté un bon moment dans le bâtiment. Comme depuis que tu es arrivé dans cette ville, tu as le sentiment qu'on t'observe. Tu te diriges vers l'hôtel, mais au détour d'une rue, tu vois l'agent Watson et l'agent Burton qui s'avancent vers ce qui semble être la bibliothèque. Tu presses le pas pour les rejoindre. Agent Burton, agent Watson, attendez. Mademoiselle Médusard, vos recherches ont été fructueuses? Pas sur ce à quoi je m'attendais, mais oui. Rien sur les enfants? Je pense qu'il faudrait en parler dans un autre endroit. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et vous, de votre côté, vous avez pu tout déposer à l'hôtel? C'est fait. Oui. Je me dirigeais vers la bibliothèque et Monsieur Burton a eu la gentillesse de m'accompagner. Oui, il faudrait que je m'y rende également. J'ai une photo qu'il faudrait qu'on retrouve. Allons-y. Allons-y ensemble, un endroit silencieux où il ne devrait pas y avoir grand monde dans ce village. Vous pénétrez dans le bâtiment. Un bureau d'accueil circulaire trône au centre de la salle. Derrière, 2 larges escaliers en bois s'élèvent, menant à l'étage supérieur, ouvert et baigné d'une lumière tamisée. Une grande horloge ancienne, suspendue au mur, indique précisément 17 heures. Derrière le comptoir, une vieille femme est assise, plongée dans son travail. Elle trie méticuleusement des livres, avec des gestes aussi lents que précis. À l'étage, un homme transporte une pile imposante de livres, ses bras tellement chargés qu'il dissimule entièrement son visage. Bonjour. Bonjour. Ah, de nouvelles têtes, cela faisait un moment. On vient pour des livres. C'est une bibliothèque, madame, je m'en serais douté. Tout à fait. Vous êtes perspicace, madame, mais à un point. On me le dit souvent. On va chercher nous-mêmes, je pense. Et ils sont classés comment Oh, ça se voit vous n'allez pas souvent dans les bibliothèques. Il y a des indications sur les étagères. Ah oui, c'est que c'est pas pareil chez moi. Et je monte à l'étage pour plus lui parler. Et dans le silence, je vous prie. Vous laissez la vieille dame reprendre sa lecture et vous suivez l'agent Burton. En haut, vous êtes libre de chercher ce que vous voulez dans toutes ces étagères sur lesquelles sont collées de grosses étiquettes qui indiquent la catégorie de livres qu'elles contiennent. Moi, je cherche une catégorie sur le village ou sur la région. Je cherche rayon peu folklore, légende du patelin, quoi. Agent Watson, toi qui travailles dans une bibliothèque, tu es vraiment très surprise. Les livres qui s'entassent sur les étagères ne sont pas du tout en rapport avec les étiquettes associées. Des manuels scolaires traînent dans la section consacrée aux légendes de la ville, tandis que des ouvrages d'histoire occupent la partie dédiée à la biologie. Tout est en désordre. Vos recherches vous prennent du temps, à tel point que la nuit commence à tomber. Watson, tu es particulièrement déstabilisé par cette organisation chaotique. Alors que tu consultes un livre qui te paraît avoir de l'intérêt, l'homme que vous aviez aperçu en arrivant prend un bouquin sur l'étagère à côté de toi et le pose sur la pile qui transporte à travers la bibliothèque. Je vais le regarder discrètement. Est-ce qu'il est chelou, lui aussi? Il part dans une autre direction. Il dépose et prélève des piles de livres, les mettant systématiquement à un endroit qui n'est pas à leur place. Tu retournes à la lecture de ton livre. Celui-ci parle d'une légende, à propos de l'église de notre Seigneur délivreur des secrets, une secte occulte
qui aurait sévi jusqu'au début du siècle. Cette légende, qui évoque entre autres des enlèvements, est maintenant utilisée pour faire peur aux enfants désobéissants. Un plan schématique de la région indique que ce culte aurait sévi au nord de la ville actuelle, aux abords de la forêt. Médusa, après plusieurs livres, tu finis au bout d'un moment par retrouver la photo de la maison en bois dans un vieux journal. L'article explique qu'en 1852, Walter Corbett aurait été contraint de quitter la région sous la pression du voisinage qui lui reprochait certains comportements fâcheux. Watson, en continuant tes recherches sur l'église, tu apprends que peu de temps avant sa mort, M. Corbett aurait déposé une réclamation afin que son cadavre soit enseveli dans sa cave. À l'ouverture du testament, la ville a refusé catégoriquement d'accéder à cette demande. Mais le révérend Michael Thomas, pasteur de l'église de Notre Seigneur des Livreurs de Secrets et exécuteur testamentaire de M. Corbett, a alors intenté un procès contre la ville. Malheureusement, tu ne trouves aucune information concernant l'issue du procès. En revanche, l'église de Notre Seigneur des Livreurs de Secrets a été fermée en 1912. Dans ce cas-là, si je retrouve rien d'autre, je vais les retrouver pour partager, en tout cas qu'on s'isole pour pouvoir partager nos trouvailles. Ce qui m'embête quand même, c'est qu'on a trouvé vraiment aucune information sur les enfants. Il y a rien. Il suffit peut-être de demander au monsieur qui range. Peut-être que lui, il a plus vu quelque chose. On peut, mais pareil, un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est un peu le mot aujourd'hui, mais est-ce qu'il travaille ici? Moi, je me fierais. Oui, je me fierais à ton instinct plutôt. Si tu le trouves bizarre, Vous voulez même pas tenter? Bah, c'est-à-dire que... Bon, après, il est bizarre. C'est juste que dans une bibliothèque, il n'arrive pas à ranger les livres dans certaines catégories, mais Si vous voulez, moi ça me connaît les gens bizarres, je peux toujours tenter. peut-être essayons de débloquer la situation. Soyez peut-être prudente. J'arrive et je fais semblant un peu de trébucher, je fais: «Ah, excusez-moi, bonjour, pardon, désolée de vous déranger dans votre travail». Heu, Oui, bon... Ah, désolé. Bonjour, j'ai beaucoup de travail. L'homme devant toi ramasse les quelques livres qu'il vient de laisser tomber. C'est alors que tu aperçois que quelque chose est épinglé à sa chemise. Sous sa veste, le pins. ouais, mais est-ce que je détruis la couverture, hein? Vous pouvez vraiment pas m'aider? Et tu sais, je touche un peu le pins en mode, Non, non. désolé. J'ai beaucoup de travail. Je dois trier les livres. Oui, c'est ça. Je dois les trier. OK, bah, j'insiste vraiment pas alors. Je fais: «Bon, bah, c'est pas grave, merci, bon courage!» Il se fiche quelques instants et repart entre les étagères. Tu retournes voir tes collègues. Il y a vraiment quelque chose de pas net dans cette ville. Il fait partie de l'agence et c'est pas la première personne que je croise. Il fait partie de l'agence. Est-ce qu'il fait vraiment partie de l'agence? Est-ce que c'est sûr? Il a le pins, C'est le même que le nôtre? le même. Le même, on dirait qu'il n'en a pas conscience ou alors il a tout oublié. Les gens ont l'air perdus ici. On m'a dit qu'il y avait 2 agents qui avaient été envoyés pour cette mission. Vous pensez que ce sont eux? Ou alors on leur a volé leurs vêtements peut-être? Peut-être qu'on leur a volé leurs vêtements. On m'a pas donné leur nom ni leur photo, donc je ne peux pas vérifier, mais on m'a dit qu'ils avaient perdu contact. Je regarde ma montre. Peut-être est-ce qu'on devrait rentrer à l'hôtel, essayer de manger un bout et peut-être que la nuit nous portera conseil. Est-ce que par hasard vous avez trouvé des informations sur, une maison? En tout cas, tout a l'air de se rejoindre entre cette maison, une église, peut-être, l'attitude étrange des gens de cette ville. On a trouvé un ancien plan avec la localisation d'une église qui semble détruite, près de la forêt. Peut-être là où les enfants auraient disparu. Ça a l'air de se recouper. Il faudrait peut-être aller jeter un coup d'œil à cette église ou ce qu'il en reste. Ça coûte rien. je propose que nous nous reposions et nous allions demain matin à la première heure à cette église. Ou en tout cas ce qu'il en reste. Ce serait aussi intéressant d'aller voir les parents, leur réaction face à la disparition de leurs enfants. Ça a pas l'air de les affoler plus que ça. J'ai l'impression que s'ils s'en préoccupent pas autant que ça, c'est que quelque chose se trame et qu'ils s'en font peut-être partie. C'est ça. Est-ce qu'on va les voir et on prend le risque de les alerter sur le fait qu'on fouille? Eux n'osent pas parler.
Ils sont peut-être contraints au silence. On pourrait faire en gros comme si on allait faire une petite balade, voilà, comme tout le monde nous le propose dans la ville, dans le bosquet, dans la forêt, de passer par l'église en premier et puis après, éventuellement, si on trouve rien, aller voir les parcs. Et se lever aux aurores comme de bons petits campeurs que nous sommes, de bons petits marcheurs que nous sommes, touristes, nanana, petits sacs à dos, voilà. Ça me paraît être un bon programme. Partons sur ça. Madame Médusa, vous m'avez dit que les agents ont disparu il y a combien de temps? Ils ont disparu il y a 2 semaines. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a 2 semaines. Peut-être durant le repas. Je ressors la brochure et c'est la réceptionniste de l'hôtel qui nous a donné ça. En- Elle aussi paraissait bizarre, vraiment bizarre. Elle nous en a parlé comme si c'était quelque chose d'actuel. Enfin, c'est comme si le temps semble s'être figé depuis 2 semaines. Après, ils ont l'air d'insister beaucoup sur le fait de manger de la viande. Ils ont l'air d'aimer ça. Vous avez vu comment ils voulaient nous proposer son saucisson, l'autre? Oui, Ok, à partir de maintenant, nous ne mangerons absolument rien de ce qui vient de cette ville. Vous restez pensif quelques instants. Sans que vous vous en soyez aperçu, la réceptionniste s'est rapprochée de votre petit groupe. Elle se plante devant vous et vous demande de partir. C'est l'heure de la fermeture. Les rues qui mènent à l'hôtel sont sombres et la chaleur beaucoup moins étouffante. Une fois arrivé, vous remarquez que l'hôtesse n'est pas dans sa loge. Vous montez dans votre chambre et vous vous organisez un repas avec des provisions qui étaient dans les valises fournies par l'agence. Après vous être assuré que la chambre était bien fermée, vous allez vous coucher. Vous échangez quelques paroles sans importance, puis la pièce plonge dans le silence. Vous vous endormez rapidement, fatigué de cette première journée bien remplie. Mais agent Burton, tu te réveilles, dérangé dans ton sommeil par un petit bruit, comme si quelque chose avait tapé contre une vitre. Tu sors de ton lit discrètement pour ne pas réveiller les autres inutilement, et tu t'approches de la fenêtre. De cette chambre, tu peux voir jusqu'à assez loin au nord de la ville, en direction de la forêt. Là-bas, tu repères un point lumineux qui se déplace et s'enfonce dans le sous-bois. Tu as l'impression que ce pourrait être la lumière de plusieurs lampes portées par des gens, ou peut-être des torches. Tu lâches un cri de surprise. Tout le monde se réveille en sursaut dans la petite chambre. Un corbeau vient de foncer tête baissée sur la vitre. La pauvre bête agonise sur le rebord de la fenêtre. Elle se tord de douleur et ses yeux rouges sang s'éteignent petit à petit. L'adrénaline redescend un peu. Certains ont même un petit rire nerveux en constatant qu'il n'y a aucun danger, mais un nouveau bruit vous inquiète. Dans le couloir, quelqu'un est en train de marcher discrètement. Vous retenez votre souffle. La personne s'arrête devant la porte de votre chambre. Agent Burton, tu es toujours à côté de la fenêtre. À peine 2 mètres te séparent de ta valise et du pistolet qu'il y a posé dessus. Tu t'avances le plus discrètement possible, mais c'est apparemment insuffisant. Tu entends que la personne dans le couloir s'enfuit précipitamment. Tu te jettes sur ton arme, tu cours à la porte, mais plus personne. C'est trop tard pour cette fois. Il n'y a rien à faire. Partir à l'aveuglette dans les rues à la recherche du mystérieux visiteur, fouiller l'hôtel de fond en comble, inutile. Vous ne trouveriez sans doute rien, et vous risqueriez de mettre en péril votre couverture, et peut-être vos vies par la même occasion. Après une brève délibération, vous décidez de vous rendormir, mais cette fois, quelqu'un montre à la garde. Agent Burton, tu te proposes de rester éveillé pour le reste de la nuit. Pour toi, impossible d'aller te coucher maintenant. Tu regardes ta montre, il est seulement 1h30 du matin. Les heures s'étirent et se complaisent dans un silence presque suspect. 1 heure, 2 heures, 3 heures passent. L'adrénaline, la peur et l'excitation t'ont quitté, et il devient de plus en plus difficile de lutter contre la fatigue. Tes paupières s'alourdissent, tes pensées se brouillent. Tes collègues, eux, dorment paisiblement. Et sans que tu t'en rendes compte vraiment, le sommeil te prend. Et malgré tes efforts pour lutter, tu cèdes sous le poids de l'épuisement. Ton sommeil est agité, désagréable. Tu entends des battements d'ailes furieux, des corbeaux, une véritable nuée qui tournoie autour de toi. Ils s'approchent, tout pressent, t'emprisonnent. Ils finissent par remplir l'espace, et tout devient aussi noir que leur robe uniforme. Les cris des corbeaux s'accentuent, devenant presque insupportables. Agent Burton, vous allez bien? Oui. Oui, désolé, je me suis endormi. Je voulais écouter si des gens revenaient à côté de la porte et pour nous écouter. Mais il n'y a rien eu, heureusement. Vous pensez qu'on devrait en parler à l'hôtesse? La femme de l'accueil, elle était un peu bizarre. Je pense qu'on devrait garder nos inquiétudes pour nous. Bon, sinon on se prépare et on commence à partir en expédition.
Par où vous voulez commencer? On peut commencer par l'église, vu que l'autre, on n'est pas sûr d'où le trouver. Oui, on n'a qu'à faire ça, on cherchera la maison après. Vous préparez vos affaires pour ne rien laisser en évidence. Les rayons du soleil inondent déjà votre chambre. Il va encore faire très chaud aujourd'hui. Une fois que vous êtes prêt, vous descendez les escaliers. Personne en bas pour vous accueillir. Et de plus, il ne vous semble pas avoir croisé d'autres clients dans l'hôtel jusqu'à présent. Je passe derrière le comptoir et je regarde le livre des réservations. Je me demande, est-ce qu'il y a le nom de 2 personnes qui sont venues pendant la période où les agents ont disparu? Ouais, je pense que c'était eux. Juste une nuit aussi. Mais après, plus rien. Il ne peut pas nous arriver la même chose. C'est-à-dire que ça fait quand même beaucoup de choses qui font que il y a 2 semaines, quelque chose s'est passé et depuis, tout s'est arrêté pratiquement. Ouais, et tout le monde est devenu bizarre. Donc, ouais, eux, comme ils ont été présents là, en vrai, ils ont été en danger directement. Mais comme apparemment rien se passe depuis 2 semaines, bon, nous, je pense que ça devrait aller. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a 2 semaines, c'est sûr. Vous pensez, Monsieur Burton, ou vous essayez de vous consoler? Est-ce que vous pensez que si on parle aux gens, ils vont réaliser qu'on est le lendemain d'hier ou ils vont rester bloqués et par exemple nous conseiller la fête qui s'est finie il y a 2 semaines? C'était déjà le cas avec la réceptionniste. Oui, il faudrait, si on pose ces questions, faire attention. C'est-à-dire que, par exemple, la femme de l'accueil, je pense qu'on ne va pas la lui poser, qu'elle a l'air quand même assez folle, enfin bizarre. La meuf de l'accueil de la bibliothèque, en soi, elle m'avait pas l'air si bizarre que ça, donc si on veut lui poser la question. On peut, ouais. Passer rapidement à la bibliothèque pour vérifier. Je pense qu'on fait biblio, église, forêt. D'accord, faisons ça. Vous retournez à la bibliothèque, tous vos sens en alerte. Sur la route, rien de nouveau par rapport à hier. Même chaleur, même rue déserte, même sensation d'être observé. Dès que vous franchissez le seuil du bâtiment, vous êtes frappé de stupeur. Des livres sont éparpillés partout, jetés au sol, laissés en tas désordonnés et les pages déchirées. Les meubles sont renversés et des chaises brisées gisent au sol. On dirait qu'il y a eu un cambriolage ou même une violente altercation. La vieille femme qui vous avait reçu hier n'est pas là. En revanche, l'homme qui s'acharnait à ranger les livres est toujours présent. Sa face est plus marquée que la veille, de grosses cernes sous les yeux, un regard vide et des cheveux en pagaille. Il continue à déposer des livres au hasard dans les étagères. Mais un détail attire votre attention. À l'accueil, le combiné du téléphone pend, oscillant lentement devant le bureau vide. L'ordinateur est toujours allumé et la veste de la vieille dame repose négligemment sur le sol, près d'une porte entrebâillée. Ça me dit rien qui vaille, ça. Soit elle a eu une envie très présente d'aller aux toilettes, soit ça devient très bizarre. Oui, ok, bon. On va s'en aller. On va aller à l'église. Moi, je veux pas trop rester dans cette ville longtemps, moi. Vous pensez qu'ils rentrent chez eux le soir ou ils restent sur place? Bah, moi, de ce que je pense, c'est que le soleil leur fait assez peur, j'ai l'impression. Ils vivent la nuit, peut-être. Et si on allait y jeter un coup d'œil? Restez ici, je vais voir. À 3, agent Burton. Pas tout seul. Laissez-moi passer devant, alors. Allez-y. Je sors mon revolver. Bon. Monsieur Burton, on vous suit. Le bibliothécaire s'interrompt quelques instants pour te regarder toi et ton arme sortie. Puis, sans plus sembler y accorder la moindre attention, il reprend son tri incompréhensible. Vous avancez prudemment, le souffle court, en direction de la porte entrebâillée qui mène à la petite pièce. Un détail inquiétant vous arrête. De longues rayures creusent superficiellement le bois, comme si quelqu'un, dans un effort désespéré, avait tenté de s'agripper à la porte pour échapper à quelque chose. En y regardant de plus près, vous y trouvez incrusté un ongle brisé, taché de sang séché. Vous avez vu ces griffeurs? Je pousse la porte pour rentrer et je braque la première chose que je vois. Tu entres énergiquement. La pièce est sombre et l'interrupteur n'a pas l'air de fonctionner. Après quelques secondes, tes yeux s'habituent à l'obscurité et tu distingues les contours d'étagères renversées au sol, amoncelées sur les tas de livres qu'elles contenaient. Au fond de la pièce, au milieu de cette mer de livres éparpillés, une silhouette gît, immobile, à moitié enfouie dans les ouvrages épars. Je m'avance pour aller voir. Tu t'avances difficilement à cause du désordre au sol, mais il ne te faut pas longtemps pour comprendre que c'est la vieille femme. Elle est morte. Son corps est figé dans une position grotesque et son visage effroyablement abîmé. Quelqu'un l'a frappé au visage avec un objet assez lourd. Près d'elle,
Plusieurs livres sont trempés de sang. Une odeur métallique flotte dans l'air, écœurante et entêtante. Elle est morte. Je la fouille. Monsieur Burton, je sais qu'on est dans une situation... Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Dans mon métier, je fais ça tous les jours. Tu inspectes le corps. Il y a vraiment eu un acharnement bestial pour mettre la pauvre femme dans cet état. Tu ne trouves que les clés de sa bibliothèque que tu mets dans ta poche. Est-ce qu'il y a d'autres traces autour de genre de comment elle serait morte, enfin, tabassée par les livres, je suppose, mais Je pense que vous avez raison. Je vois pas d'autre explication. C'est quand même particulier. vous pensez que c'est le mec à l'étage? C'est possible. Enfin, il est bizarre. C'est un agent, on peut pas faire ça. Mais il semble pas dans son état normal. Mais c'est quoi ce choix d'armes? Si vous voulez tuer quelqu'un, est-ce que vous prenez vraiment des livres? Surtout, il l'a attiré de force ici, vu comment elle a dû s'accrocher à la porte. T'attires pas quelqu'un dans un endroit si tu vas le tabasser à coups de livre. C'est... Ouais, et puis vu l'état de la ville, ils auraient pu faire ça sur le parvis que personne n'aurait tiqué. Hein. À part nous. Peut-être qu'elle a dû dire quelque chose qu'il fallait pas. Parce que justement, elle paraissait un peu trop... C'était la moins bizarre qu'on avait croisée. Si on avertit la police, ils vont nous garder. Il vaut mieux qu'on parte sans laisser aucun indice. Non, il faut impliquer le moins de personnes possible en dehors de la ville. Agent Burton, en fouillant un peu plus la pièce, un détail sinistre attire ton attention. Des traces de pas ensanglantés. Elles serpentent brièvement à travers le chaos, mais se perdent rapidement sous l'épaisse couche de livres éparpillés sur le sol. Ton regard est ensuite attiré par un petit bureau coincé dans un coin. Dessus, des livres soigneusement rangés se mêlent à quelques babioles poussiéreuses. Juste à côté, une table de chevet et un petit lit. Cela ne fait aucun doute. La réceptionniste devait vivre ici. Dans ce coin oublié de la bibliothèque, ses maigres possessions témoignent de sa solitude. Au-dessus du bureau, plusieurs coupures de journaux sont épinglées ou encadrées. En y regardant de plus près, vous reconnaissez la vieille femme, bien plus jeune, un éclat de détermination dans les yeux. Les articles racontant son combat passionné pour le droit des animaux. Elle serait même une pionnière du mouvement vegan dans la ville. Tu arraches un des articles. Je pense qu'on a une réponse à notre question. Nous ne mangerons pas de viande dans cette ville, c'est sûr. Vous pensez qu'elle a été tuée parce qu'elle est végane? C'est un peu tard, non? Non, je pense qu'elle n'a pas été touchée par ce qui touche les habitants parce qu'elle est végane, parce qu'elle ne mange pas de viande. Ah, Non, le meurtre de végane, c'est dépassé, ça. C'était dans les années 1800. Est-ce qu'on pourrait discuter de ça ailleurs qu'au-dessus d'un cadavre, s'il vous plaît? On sort? Ouais, on va aller à l'église. On fait attention, essayez de regarder discrètement quand on marchera en ville, voir si à travers les fenêtres vous voyez quelque chose. Vous commencez à revenir sur vos pas. Le bibliothécaire se tient maintenant immobile, en haut de l'escalier, les bras croisés sur ses jambes repliées, ses yeux vides fixant le néant. On y va? Au premier de vos pas, tout bascule. L'homme se met soudain à bouger avec une violence incompréhensible. Sans prévenir, il charge. Ses mouvements sont aussi désordonnés que grotesques, comme s'il n'était plus maître de ses gestes. Son visage, jusque-là inexpressif, affiche une rage irrépressible. Courez, on sort. Vous vous élancez vers la sortie, le cœur battant à tout rompre. Agent Burton, tu braques ton arme sur cet homme qui se rue vers vous, mais il ne ralentit pas sous la menace et s'approche dangereusement de ses mouvements de pantin désarticulés. Tu as le temps de remarquer un détail. Ses chaussures, elles sont couvertes de sang, une trace macabre confirmant tes pires craintes. Derrière toi, tout le monde est déjà dehors. Tu renonces à tirer et tu te jettes vers la sortie. Tu claques la porte de toutes tes forces, juste à temps. Le choc sourd de l'homme projeté sur la porte vous glace le sang. Vous vous tenez tous les trois sur les marches devant la bibliothèque, haletant, éblouis par un soleil déjà haut dans le ciel. mais putain, c'était quoi ça? Je sais pas, il est devenu fou d'un coup. Et vous avez vu ses chaussures? Elles étaient imbibées de sang. Vous croyez qu'il va sortir? Non, ils ont peur du soleil. À l'intérieur du bâtiment, vous entendez votre poursuivant se relever et tambouriner sur la porte de plus en plus fort. Bon, allez, on se casse d'ici. On n'a qu'à aller à l'église. Vous partez en direction de l'église. Il doit être aux alentours de 11h. Vous êtes dans une rue et tout à coup, une odeur vous parvient. Elle est si soudaine et si puissante que vous vous arrêtez. Plusieurs restaurants de la ville commencent à émettre une puissante odeur de porc grillé. L'odeur est envoûtante, presque hypnotique. Malgré tout, vous décidez de ne pas perdre de temps et de poursuivre votre route. Après 20 minutes de marche, vous arrivez à destination. La vieille église est en très mauvais état.
Les murs noircis témoignent de l'incendie qui a eu lieu ici. Plusieurs façades sont effondrées ou ne tarderont pas à l'être. Les matériaux, érodés par le temps et la végétation qui a envahi les lieux, rendent cet endroit triste et inquiétant. Ça vous dit qu'on fasse un tour autour à l'extérieur avant d'essayer de rentrer? Ça nous coûte rien. Ouais, je suis d'accord. Vous longez un mur effondré. À moitié recouvert par du lierre, quelque chose attire votre attention. Vous défrichez un peu la zone pour découvrir de vieux symboles qui, peints en blanc, sont restés relativement lisibles. 3 Y sont disposés en triangle, de sorte à ce que leurs branches supérieures se touchent. Dans l'espace central, un œil, le regard fixé droit devant lui. Jean Médusa, vous aviez dit quoi sur cette église, déjà? Qu'il y avait eu une descente policière ici et qu'ils avaient arrêté des gens qui faisaient partie d'un culte. C'était beaucoup censuré, donc ils n'ont pas parlé d'incendie, en tout cas je m'en souviens pas, mais ça se peut que c'était inscrit de base. Bon, je vous propose que on rentre dans l'église. Peut-être laissez-moi y rentrer en premier pour voir si tout est ok. Si vous voulez bien, après, s'il y en a qui rentrent, je resterai faire le guet dehors pour voir si j'entends des choses, ou s'il y a quelqu'un qui nous suivait. Oui. Agent Burton, tu pousses le battant branlant de la porte principale et tu pénètres dans l'ancienne nef. À l'intérieur, le bâtiment est en meilleur état que ce que tu aurais pensé. Les anciens vitraux, sales et couverts de végétation, peinent à laisser passer la lumière. Tout au plus, quelques rayons traversent de ci et de là par des trous dans les murs ou par des failles dans les charpentes qui menacent manifestement de s'effondrer. Tu t'avances prudemment en allumant ta lampe torche. Le sol est jonché de gravats, fragments de murs et débris indéfinissables. Sous tes pieds, le parquet de l'ancienne église est très abîmé. Les planches sont pourries, probablement par les infiltrations d'eau qui coulent le long des murs lorsqu'il pleut. Chaque pas s'accompagne d'un grincement qui t'inquiète quant à la solidité de l'endroit. Des bancs à moitié calcinés et pourris eux aussi pointent vers le fond de la pièce, où tu distingues l'autel. Il n'est pas en meilleur état que le reste. Sur une des faces, tu distingues quelques mots, probablement gravés au couteau il y a longtemps. Église de notre Seigneur délivreur de secrets. Tu fais plusieurs fois le tour de l'autel à la recherche d'autres inscriptions, mais soudain, le sol cède sous tes pieds. Tu te rattrapes de justesse et tu te hisses sur des planches qui te paraissent plus sûres. Derrière toi, le trou béant que tu as laissé révèle une cavité noire et profonde. Bon, je reviens dehors. Faites attention, on peut tomber en bas. Longez les murs et tout devrait bien se passer. Ok, c'est rassurant. Je vous propose qu'on essaie de voir ce qu'il y a en bas, peut-être, en faisant attention. Est-ce qu'on n'essaierait pas de casser quelques planches pour voir déjà d'en haut? Peut-être ça pourrait donner une source de lumière déjà. Agent Médusa, pendant que tes collègues sont à l'intérieur, tu refais un tour de la bâtisse. Vous n'y avez pas forcément porté attention en arrivant, mais il y a une maison en face de l'église, de l'autre côté de la route. Tu scrutes en sa direction et tu remarques que quelqu'un est à la fenêtre. Et de là où il a sûrement vu les 2 autres entrer dans le bâtiment. Je m'assois et je fais comme si j'étais très occupée avec des brins d'herbe. Et je le regarde, c'est du coin de l'œil un peu discrètement. Et puis tu entends un grand bruit qui provient de l'intérieur de l'église. Agent Watson, agent Burton, vous observez à l'aide de vos lampes torches, au fond du trou d'environ 1 mètre de diamètre qui s'est ouvert devant l'autel. Il y a une salle en bas, creusée bien en dessous du niveau de l'église. Vous y distinguez quantité de papiers et de livres. Votre angle de vue n'est pas optimal, mais il vous semble apercevoir un escalier qui monte vers l'autel. Vous vous accordez d'un geste et vous poussez énergiquement le dit autel qui se déloge sans faire d'histoire. Dessous, vous découvrez un escalier en pierre qui descend extrêmement raide jusqu'à la petite pièce en contrebas. Vous descendez l'un après l'autre. Des étagères sont renversées et des tas de livres jonchent le sol comme vous le voyez d'en haut. Mais dans un angle de la salle, 2 silhouettes, enveloppées dans des toges rouges écarlates, sont tassées l'une sur l'autre. Agent Watson, tu t'approches un peu, et il s'agit de 2 cadavres. Avec mon pied, je pousse le premier cadavre pour le retourner sur le dos. Tu en retournes. Des mains squelettiques et un crâne à orbite vide dépassent de la toge. Les os sont noircis, comme brûlés. Tu sais qu'il y a bien eu un incendie ici, mais autour de toi, ni les livres, ni leurs habits ne sont abîmés. Est-ce qu'ils auraient été transportés ici après leur mort? Tu ne sais pas. Pendant ce temps, agent Burton, tu ouvres quelques livres pour en découvrir le contenu. Ils sont tous écrits en latin.
Le deuxième squelette, quant à lui, tient un tome couvert de symboles. Ton cœur s'emballe. Tu reconnais ces lignes. Ils sont identiques à ceux qui recouvraient le livre que tu cachais dans ta bibliothèque, celui que tu as confié à Delta Green. Tu vérifies, mais aucun doute. Arrangés différemment, d'une taille sensiblement différente, mais c'est les mêmes symboles, la même langue. Tu commences à te sentir mal. Autour de toi, l'espace exigu de la petite crypte t'oppresse, t'écrase. Il faut que tu sortes. Tu suffoques. Ta gorge serrée semble refuser de laisser passer le moindre filet d'oxygène. Tu t'épuises, un voile passant devant tes yeux, tu tournes de l'œil. Tes sens engourdis captent difficilement des chants gutturaux, sourds, lointains, amortis comme si tu étais sous l'eau. Au prix d'un grand effort, tu ouvres les yeux. Ta vision brouillée peine à s'accrocher à quelque chose de tangible. Une silhouette noire dont tu peines à définir les contours s'avance vers toi. Elle marque une pause. Elle semble t'observer, et tu crois entendre un rire, mais tu n'es pas sûr. Des bruits de coups de feu retentissent au-dessus de ta tête. Elle se mêle aux chants qui résonnent encore dans tes oreilles. La silhouette s'affole, s'éloigne. Elle s'apprête à ouvrir la porte d'une maison, une vieille bâtisse au milieu d'un bois. Les contours des choses deviennent de plus en plus nets, et tu vois les arbres, les fenêtres, les traits de l'homme qui commencent à se dessiner. Mais une voix prend d'un coup toute la place dans ta tête. La vision se brouille, les choses bougent, accélèrent, tout devient blanc. Il ne reste plus que la voix. Ça va? Ça va, Madame Watson? Je sais pas trop, putain, je sais pas ce qui vient de se passer. C'est ce bouquin, j'en ai déjà vu. Enfin, ce genre de bouquin, j'en ai déjà donné à Delta Green et j'ai eu comme une sorte de vision et une vision d'une maison en bois. Enfin, je sais pas. C'est peut-être ce matin, le fait de voir ce. Ouais, je sais pas. Je je vais prendre l'air. Oui, je pense que c'est mieux, allez-y, remontez, je vous suis. Je jette un dernier petit coup d'œil, voir, s'il y a pas quelque chose qui nous a échappé et Agent Burton, toi aussi tu remarques que le deuxième corps tient quelque chose entre ses mains. pareil, avec le bout du pied, comme ça, je retourne. Les mains squelettiques tiennent fermement un vieux livre en mauvais état. Le titre est à moitié effacé, mais tu devines facilement les parties manquantes pour reconstituer ces mots que tu connais déjà. Notre Seigneur, délivreur de secrets. Tu desserres les os calcinés qui étreignent l'ouvrage et tu le prends entre tes mains. Certaines pages s'émiettent au contact de tes doigts dès l'ouverture du livre. Alors tu continues ta lecture avec le plus de précaution et de délicatesse possible. Le texte a été écrit à la plume, d'une main fébrile, dans un anglais ancien, rendant la compréhension difficile. Plusieurs feuilles épaisses et jaunies ont été glissées au tout début du livre, entre la couverture et la première page. Elles sont couvertes par des listes de noms, sans aucun doute les membres de cette fameuse église. Beaucoup de pages semblent contenir des indications sur des pratiques rituelles et sacrificielles. Tu passes rapidement sur les dessins et schémas qui les illustrent de façon absolument répugnante. Plus loin, certains passages confus mentionnent des enfants. Malheureusement, les mots sont si cryptiques et vagues que tu peines à comprendre ce qui est écrit les concernant. Et en s'attardant plus longuement sur le paragraphe qui clôt ce chapitre, tu parviens à déchiffrer quelques lignes. À celui qui nous guette depuis les ténèbres, nous offrons nos âmes, prêts à masquer son pouvoir monstrueux, car seul le mal, dans toute son horreur, peut se consumer par ses propres abominations, et nous serons les instruments de sa volonté impie. Malgré ton expérience du terrain et toutes les choses que tu as vues dans ta vie, tu commences à perdre un peu ton sang-froid en pensant à ce qu'il a pu advenir des enfants et des agents qui ont disparu il y a 2 semaines. Il va falloir être extrêmement vigilant. La suite du livre est une sorte d'inventaire des affaires dans laquelle les adeptes de cette église ont été impliqués de près ou de loin. Il y en a beaucoup et tu les passes rapidement. Mais un nom t'arrête, peu avant la fin. Walter Corbett. En dessous, il est écrit « Conformément à ses souhaits et à celui qui guette dans l'ombre, l'homme repose désormais dans la cave de sa maison. » Je prends le livre, je le mets dans mon sac et du coup je rejoins mes collègues. Et je leur dis, il y avait un livre, je l'ai pris avec moi. On dirait que ça parle de tous les trucs horribles qu'aurait pu faire la secte. Et il y a un nom aussi, celui de Walter Corbett. Et il aurait finalement réussi à être enterré dans sa cave. On pourrait aller jeter un coup d'œil. Il vaut mieux qu'on parte, il y a beaucoup de voisins qui nous observent.
Maintenant que l'agent Médusa en parle, vous vous apercevez que plusieurs silhouettes semblent regarder dans votre direction depuis les fenêtres du bâtiment d'en face. Mais pas que. Dans la forêt, vous repérez plusieurs corbeaux qui viennent se poser sur les branches des arbres et qui vous observent. Vous partez, longeant la forêt, quand, agent Médusa, quelque chose attire ton attention à travers les arbres. Vous voyez là-bas, il y a... Enfin, j'arrive pas trop à voir ici, mais on dirait une table. Je pensais que c'est la fête dont tu parlais il y a 2 semaines. Peut-être. On peut y jeter un coup d'œil. Oui, on a le temps d'aller voir la table et la maison après si on la trouve. De toute façon, de jour, j'ai l'impression que personne ne sort. Et de toute façon, Monsieur Burton, vous êtes armé. Bon, ok, on y va, on se dépêche. Hein. Au pire, on s'en va en courant. Il faut au moins qu'on aille voir ça de plus près, juste pour confirmer. Vous avancez aussi vite que possible à travers les bois. De nombreux corbeaux vous toisent, perchés dans les arbres qui vous entourent. Et puis, vous tombez sur une petite clairière, occupée par une longue table de pique-nique. Elle est recouverte de nourriture en décomposition. Un cochon embroché, à moitié dévoré, trône au centre, dominé par 3 corbeaux perchés sur son flanc qui le picorent avidement. Ils sont dérangés par votre arrivée et s'envolent pour se poser un peu plus loin. Sur le sol, chiffonné et en boule, vous reconnaissez le dépliant de la fête du 8 juin. Et soudain, un changement dans l'air se fait sentir. Le soleil qui filtrait à travers les branches disparaît brusquement. Au-dessus de votre tête, un nuage immense et menaçant progresse rapidement dans le ciel. On s'en va de suite. J'attrape Dame Watson et je commence à la tirer. Vous quittez la forêt pour retourner sur la route à la périphérie de la ville. À quelques dizaines de mètres, 5 silhouettes vous fixent immobiles au milieu du chemin. L'air de rien, vous vous dirigez dans la direction opposée, accélérant progressivement le pas. Derrière vous, les silhouettes se sont mises en marche, calant leur rythme sur le vôtre. Vous continuez à avancer, pressé par une panique qui vous envahit peu à peu. De plus en plus d'individus vous talonnent. 10, 20, 30, vous avez arrêté de compter. Vous accélérez encore, trottinez presque, cherchant désespérément une issue qui vous permettrait de fuir sans être immédiatement rattrapé. Au loin, vous distinguez une bâtisse vaguement familière. Là-bas, c'est la maison, je crois. La foule qui vous suit commence à vous rattraper. Devant vous se dresse une vieille maison en bois grandement délabrée. Les murs sont fissurés, certains éventrés, envahis par une végétation sauvage qui semble étrangler la structure. 2 grandes fenêtres, couvertes de crasse, jouxtent la route. Elles devaient autrefois baigner le salon de lumière. À l'entrée, 3 lourds cadenas barrent une porte épaisse et massive. Les restes calcinés d'une dizaine de torches gisent entassés sur le sol. Elles semblent avoir été jetées là récemment. Derrière vous, la foule se rapproche dangereusement, toujours silencieuse. Je prends une torche Ouais, pareil. et je casse la fenêtre. Hein. Le verre éclate en morceaux. Vous vous apprêtez à rentrer quand un cri aigu retentit, puis un deuxième, un troisième. Le soleil perce à travers les nuages. Il inonde les lieux de sa puissance. En l'espace de quelques secondes, vous retrouvez, cette fois avec un soulagement immense, la chaleur de plomb qui vous a accompagné depuis que vous êtes arrivé dans la région. Vos poursuivants se dispersent avec frénésie. Ils se faufilent dans les moindres recoins épargnés par le soleil, cherchant désespérément l'ombre salvatrice. Les rayons de soleil, impitoyables, frappent quelques retardataires n'ayant pu se mettre à l'abri. Leurs corps se contorsionnent violemment, tandis que des hurlements de douleur jaillissent de leurs visages aux expressions torturées. Après cette chorale de cris interminables, ils parviennent à ramper dans des cachettes à couvert. La foule assiste à cette scène sans réagir. Parfaitement immobile, elle se contente de vous regarder. La zone est très boisée et par conséquent très ombragée. Il est impossible de quitter les lieux sans passer par ces grands espaces saturés maintenant de villageois. Au-delà du jardin de la propriété, des bois entourent la maison. La multitude de silhouettes mouvantes qui s'y trouvent ne vous échappe pas. Là aussi, vous n'avez aucune chance de passer. Vous êtes encerclé. Bien que vous soyez momentanément inaccessible, ça ne durera pas. L'après-midi est déjà bien entamé, et dans peu de temps, la protection que vous offre le soleil disparaîtra. Je propose que vous rentriez. Je vais essayer de monter sur le toit et de surveiller, voir s'il y a des gens qui arrivent. Et si jamais il y a des gens qui arrivent, je vous crierai, sortez, il va falloir courir le plus vite possible. On peut pas juste s'approcher d'eux et essayer de voir s'ils nous parlent déjà, non? Je vous le conseille pas, Jean Médusa. Si vous y allez, vous pouvez. Hein. Bah du coup, je leur crie est-ce que vous allez bien? Vous avez besoin de quelque chose? D'accord. Bon, ouais, clairement,
qu'il y a un nuage qui revient, faut qu'on raconte au bas en courant. Tout nous amène à penser que le problème, c'est cette maison. Elle aurait dû être détruite il y a 2 semaines si on en croit le journal au bar. Peut-être que la solution est à l'intérieur. Bon, allez, dépêchez-vous, essayez de trouver la cave. Je surveille. On doit prendre tous les risques en fait. Non, mais le danger est ici, dehors. C'est moi qui prends tous les risques. Je vais les retenir jusqu'à ce que vous sortiez, n'ayez pas peur. Mais à partir du moment où je crie, sortez en courant. Je rentre. Je garde la torche, mais pas pour l'allumer, hein, pour m'en servir d'arme au cas où. Agent Watson et agent Medusa, vous vous glissez par la fenêtre brisée, atterrissant dans un vieux salon où règne une forte odeur de renfermé. Le sol est jonché de débris et le plafond très abîmé. Le moindre de vos mouvements soulève des nuages de poussière. On sait pas. On risque de pas avoir beaucoup de temps et mieux qu'on essaie de trouver un maximum de choses. J'aime pas trop cette idée, mais c'est pas faux. On n'est pas très loin l'une de l'autre dans le pire des cas. Allons-y. Moi, je vais dans le couloir. J'essaie de trouver la cave dont il parlait où il disait qu'il allait enterrer le vieux. Je prends l'autre pièce. Agent Watson, pendant que l'agent Medusa se dirige vers le couloir, tu progresses lentement dans le salon, scrutant chaque détail, chaque objet recouvert de poussière à la recherche du moindre indice. Ton attention est attirée par un débarras au fond de la pièce. Tu t'en rapproches prudemment, écartant de vieux vêtements poussiéreux suspendus à des porte-manteaux rouillés. Après quelques minutes de recherche, tu attrapes une pile de livres posée sur une étagère recouverte de toiles d'araignée. Au milieu d'ouvrages sans intérêt, un titre monopolise toute ton attention. Notre Seigneur délivreur de secrets. Tu regardes le livre couvert de symboles et tu hésites un peu. Tu te rappelles de ce qui s'est passé dans la crypte sous l'autel. Tu tournes fébrilement les pages les unes après les autres. Manifestement, ce livre est identique, ou presque, à celui que vous avez retrouvé dans l'église. L'écriture manuscrite est tout aussi peu lisible et les illustrations toujours aussi dérangeantes. Tu préfères refermer le bouquin. De toute façon, tu ne comprends rien à ce qu'il y a écrit dedans. Mais pendant un court instant, tu te questionnes. Combien d'exemplaires de ce livre existent? Et est-ce que chacun des membres de la secte en avait un? Et puis, un grincement de plancher à l'étage te sort de tes réflexions. On dirait que quelqu'un ou quelque chose s'y déplace. Agent Medusa, tu avances lentement dans le couloir. À ta droite, une porte à demi ouverte s'ouvre sur une cuisine délabrée. Mais tu l'ignores et tu continues. Après quelques mètres, le couloir prend fin. Sur ta droite, un escalier branlant monte à l'étage, tandis qu'à gauche, l'accès est bloqué par une porte barricadée, bardée de plusieurs planches clouées solidement. Quelque chose ou quelqu'un a voulu condamner cette voie. Ou peut-être bien empêcher quelque chose d'en sortir. Je fais très attention où je mets les pieds et je monte tout doucement. Je veux voir s'il y a quelque chose là-haut. Tu poses un pied sur la première marche de l'escalier. Mais à peine as-tu avancé que tu entends un bruit. Un son sourd qui se répète à intervalles réguliers, qui avance vers toi depuis le premier étage. Quelque chose approche. Ton cœur se serre. Tu recules instinctivement. Et devant toi, un ballon de jeu dégringole lentement, bondissant sur chaque marche, comme s'il était poussé par une main invisible. Tu ne vois personne en haut, et tu n'as pas le temps de t'arrêter pour essayer de comprendre cette nouvelle bizarrerie. Prenant ton courage à deux mains, tu t'engages à nouveau dans l'escalier. Arrivé en haut, un nouveau couloir se dessine. Sur ta gauche, une chambre, la porte ouverte. À droite, 2 portes fermées. Je redescends et je vais retrouver l'agent Burton. Agent Burton, tu es toujours à l'extérieur. Tu balais du regard la foule immobile qui te regarde en retour. Rien ne bouge, sauf peut-être la démarcation des ombres. Il te semble qu'elles ont avancé de quelques centimètres depuis tout à l'heure. Du bruit te surprend sur ta droite. Tes 2 collègues enjambent la fenêtre. Il y a un truc en haut, je crois. Il faudrait qu'on aille voir soit tous ensemble. Enfin, je ne peux pas prendre le risque de me retrouver face à On quelqu'un. sort de On sort pour aller où? Vous avez bien dit que c'était plus facile de se protéger dans une maison qu'à l'extérieur? Oui, mais techniquement contre peut-être 4-5 personnes. Là, s'il y a toute la ville qui nous arrive dessus, on frappe à long feu. Vous avez jeté un coup d'œil en haut? Pas encore. Qu'est-ce que vous aviez comme information sur la personne qui doit être enterrée à la cave? Pas grand-chose. Je pense qu'on va rester là, peut-être essayer d'y passer la nuit. Non, on va trouver une solution avant, j'espère, Monsieur Burton. Bah, on n'a qu'à aller voir en haut. De toute façon, on n'a que ça à faire pour l'instant. J'y retourne. J'emboîte le pas. Quand je la vois monter, je roule un peu des yeux, je fais « c'est pas possible ». Vous entrez tous les 3 dans la vieille maison. Sans vous attarder inutilement,
Vous vous dirigez directement vers l'escalier qui mène à l'étage. Vous traversez le couloir, passez devant la cuisine entr'ouverte, devant la porte fermement barricadée, et l'un après l'autre, vous commencez à monter les marches. Le bois grince sous vos 3 poids cumulés. Une fois à l'étage, vous retrouvez toute la configuration que l'agent Médusa avait pu constater. Un grand couloir, à gauche une porte ouverte, et à droite 2 portes fermées. Vous hésitez un instant pour choisir par où commencer, quand un petit bruit vous interpelle. Il vient de la gauche. Bon, vu qu'on y est, restez derrière si jamais... Je vous suis, hein, de toute façon. Au début, restez sur le pas de la porte, Je peux rester sur le pas de la porte. je sécurise la pièce, et vous rentrez. Ouais, je dis, bon, ça suffit, et je les pousse et je rentre. La pièce est assez sombre. Juste en face de vous, une unique fenêtre, les carreaux couverts de poussière, laissent à peine passer la lumière du dehors. En dessous, les planches d'un meuble complètement détruit sont éparpillées sur le sol et se mêlent aux débris d'une lampe de bureau. Accolé au mur gauche, un grand lit occupe une bonne partie de la pièce. Le matelas sale et déchiré repose sur un sommier dans le même état. Sur la droite, une armoire imposante, les battants brisés et pendants, finit de compléter le tableau de cette chambre délabrée. Vous entendez à nouveau du bruit. On dirait que quelque chose tape contre la vitre de la fenêtre. Moi, j'attrape le dos de la chemise de l'agent Burton parce que j'ai peur. Je crois que c'est encore un piaf dehors. Allez vérifier. Non, mais on peut redescendre sinon. Je suis sûre que c'est qu'un oiseau. Je m'approche de la fenêtre pour le faire partir et qu'on puisse fouiller tranquillement. Tu t'approches de la fenêtre et tu passes la main sur la vitre pour dépoussiérer un peu et y voir plus clair. Aucun oiseau en vue. Peut-être l'as-tu effrayé. Mais tu oublies vite le bruit mystérieux et l'oiseau invisible en voyant la foule en contrebas. L'après-midi touche à sa fin et le soleil est déjà en train de finir sa course. Les ombres qui s'étirent lentement permettent à toutes ces choses en bas de s'approcher de plus en plus. Ils frôlent quasiment les grilles qui délimitent le jardin de la maison. Bientôt, ils seront au pied des murs, puis ils rentreront. Le bâtiment entier se met à trembler violemment. Le sol gronde sous vos pieds, les murs vibrent, comme s'ils étaient sur le point de s'effondrer. Une voix résonne, un chant, des mots incompréhensibles qui jaillissent depuis les entrailles de la bâtisse. Agent Médusa, tu vois tes 2 collègues dans l'entrebâillement de la porte. Tout comme eux, tu es démuni. Tu ne sais pas comment réagir à ce qui est en train de se passer. Et en une fraction de seconde, tu vois le lit se soulever dans les airs et se précipiter dans ta direction. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ressens un choc terrible, un grand bruit, une grande douleur. Tu as le souffle coupé, tu vois flou. Tu aimerais crier mais tu ne peux pas. La seule chose que tu ressens, c'est ce goût ferreux dans ta bouche. Agent Burton, agent Watson, vous venez de voir l'agent Médusa projeté par la fenêtre. À cause du lit qui s'est déplacé comme par magie, vous êtes complètement abasourdi. Toutes les portes de la maison commencent à s'agiter et tambouriner violemment, comme animées par une force invisible, tandis qu'à l'extérieur, vous entendez la foule qui se met à hurler, leurs cris suivant le rythme du chaos qui vous entoure. Un rire glaçant s'élève dans l'air, semblant venir de partout autour de vous. À vos pieds, un liquide rouge sombre s'extirpe entre les interstices des lattes de bois, montant lentement comme une marée de sang. Agent Burton, c'est trop pour toi. Tu te précipites vers l'escalier, comme pour t'enfuir de la maison. Je vais à la fenêtre voir comment elle a atterri. Tu t'approches de la fenêtre pour voir l'agent Médusa. Elle est allongée sur le sol en contrebas et semble être blessée, peut-être même évanouie. Elle est à seulement quelques mètres de la zone ombragée et des créatures qui s'y trouvent et qui la regardent, l'air satisfait. Tu l'appelles, mais elle ne répond pas. Et puis, un grand bruit de glissement retentit derrière toi. Et avant que tu n'aies le temps de réagir, tu te retrouves toi aussi projeté dans les airs à ton tour. Dans un réflexe heureux, tu protèges ta tête avec tes bras. Et par chance, tu tombes dans un buisson bien fourni. Tu t'en sors seulement avec quelques égratignures et les membres un peu engourdis. Tu te relèves très vite pour rejoindre l'agent Médusa. Pour elle, la chute a été plus rude et son corps a traversé la vitre de la fenêtre. Elle a une grosse balafre sur le ventre et des débris de verre et de bois enfoncés dans les avant-bras. Elle paraît un peu sonnée, mais elle n'a pas l'air d'avoir de blessures qui la mettent en danger. Par contre, des habitants commencent à passer leurs bras entre les pics métalliques de la clôture pour essayer de vous agripper. Agent Watson, tu te relèves. Devant toi, la horde humaine te fixe. Tu pourrais presque voir leur visage inexpressif laisser transparaître une certaine satisfaction à vous voir ainsi blessés, à bout de nerfs, et bientôt à leur merci. Un bruit te ramène à la réalité.
l'agent Médusa. Tu l'aides et vous rentrez toutes les deux dans la maison. Agent Burton, tu ouvres les yeux. Ta tête est un peu douloureuse. Tu regardes autour de toi. Tu es en bas des marches de l'escalier, étalé sur le sol poussiéreux. Tu te redresses en essayant de comprendre ce que tu fais là. Dans ta course effrénée, tu as probablement raté une marche, ou bien c'est la force mystérieuse qui habite les lieux qui t'a fait trébucher. Derrière toi, là où le sang coulait comme une cascade le long des marches, il ne reste plus qu'une traînée rougeâtre qui disparaît peu à peu, se résorbant étrangement dans le bois des marches. Les murs qui tremblent, les voix, le rire, le lit qui vole, ta tête se met à tourner. L'agent Watson, et toi tu as fui. Un sentiment de culpabilité te gagne. Tu as abandonné les deux autres, tu as perdu ton sang-froid que tu pensais à toute épreuve. L'agent Watson est peut-être toujours là, là-haut, seul, avec quoi exactement? Tu le sens, il faut que tu la retrouves. Je crie Agent Watson! Agent Watson! On est là! Je l'entends et je me précipite pour la rejoindre. Tu cours en direction du salon. Vous allez bien? C'est l'agent Médusa, elle est blessée. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Vous pensez que c'est les gens dehors qui ont provoqué ça? Je les ai vus, ils étaient en train de prier, même de psalmodier. Je pense que vu le ricanement entendu, je pense que c'est plutôt ce qu'il y a à la cave qui sont en train de prier. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui nous protège d'eux, mais c'est pas forcément bon. Est-ce qu'ils nous protègent d'eux ou est-ce qu'ils laissent place à leur maître? Non, s'ils avaient pu nous attaquer, je pense qu'ils l'auraient fait comme avec la femme de la bibliothèque. Par contre, que ça nous protège ou pas, c'est pas forcément bon. Vous avez trouvé la cave? Oui, elle est au fond du couloir, mais la porte semble bloquée. Bah, on va voir alors. Vous empruntez à nouveau le grand couloir du rez-de-chaussée. Après quelques instants, vous vous arrêtez devant la porte cadenassée au pied des escaliers du premier étage. Agent Burton, un frisson te parcourt le corps en repensant aux événements qui ont eu lieu en haut tout à l'heure. C'est sûrement ça, la porte de la cave. C'est toujours à côté des escaliers. Je pense aussi. Je ne sais pas crocheter les portes. Bon, t'as vu ce cadenas, il est tout vieux, un coup de pied dedans et ça passera. Agent Burton, la sonnerie d'un téléphone retentit non loin de toi. Agent Burton? Vous entendez ça? Non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un téléphone qui sonne, non? Non, j'entends rien. Si, je vous jure. Je vais aller voir. Soyez prudente et occupez-vous d'ouvrir la porte. J'en ai pas pour longtemps. Tu retournes dans le couloir sous le regard étonné de tes deux collègues. Ok, là ça devient vraiment bizarre. Je veux pas rester une minute de plus dans cet endroit. J'essaie de casser le cadenas. Agent Burton, tu entres dans la cuisine à toute vitesse. Sur un plan de travail, un téléphone. Tu décroches le vieux combiné posé à côté de l'évier. Allô, Delta Green, vous avez un problème? C'est la merde! C'est la merde! Qui est à l'appareil? Agent Burton? C'est moi? Oui, vous rencontrez un souci? On a été envoyé dans une ville. Les gens sont pas normaux. On risque fort. Je sais pas quoi dire en fait dans le truc. Est-ce que vous avez essayé de manger de la viande? Non, Ils font un excellent ragoût à ce qui paraît. la conne de ta mère. Je prends le téléphone et je l'éclate de rage sur le mur. Le téléphone se brise, et avant de te laisser seul, tu entends un rire qui s'en échappe. Il s'éteint aussitôt. On est tout seul. On va à la cave. Et je cours. Médusa, Watson, vous entendez ce hurlement qui provient de la cuisine. S'ensuivent des bruits de pas précipités. L'agent Burton surgit devant vous, le visage déformé par la rage. Je vois la porte Watson. J'y mets un grand chassé dedans. Il s'approche de la porte et la martèle frénétiquement à grands coups de pied répétés. Vous ne l'avez jamais vu ainsi perdre le contrôle de lui-même. Les assauts répétés finissent par avoir raison du bois qui s'ouvre sur un long escalier qui s'enfonce dans l'obscurité. Agent Médusa, tu sors ta lampe. L'escalier est en mauvais état et semble pourri par endroits. Mais il ne descend pas aussi profond que vous l'aviez cru au premier abord. En bas, tu repères quelques sacs de charbon qui sont éventrés sur le sol, rongés par l'humidité et la moisissure. De là où vous êtes, vous n'avez pas beaucoup de visibilité sur le reste de la pièce. Tous les coups, on va me balancer encore. Passez devant, s'il vous plaît. C'est toi qui as la lampe. Toi qui as le flingue. Je te couvre. Tu me tutoies pas, on se connaît pas. Il n'y a plus de tutoiement de vouvoiement. Avance. Je la regarde toujours et je dis avance. Là, je suis un peu vénère quand même qu'on m'ait laissé dehors comme un vieux sac. Et je descends blessée avec casse ses couilles.
Agent Médusa, décontenancé par les mots de l'agent Burton, tu te forces à avancer, descendant prudemment chaque marche de l'escalier en bois, éclairé seulement par ta lampe torche. Sous tes pieds, le bois s'incline brusquement, transformant l'escalier en un toboggan traître. Tu perds l'équilibre, basculant en arrière. Ton corps heurte violemment le bois rugueux et tu te mets à glisser à grande vitesse, sans aucune prise à laquelle te retenir. Tu finis par atterrir brutalement dans un tas de charbon au bas de l'escalier. C'est la deuxième fois aujourd'hui que tu es ainsi balancé sur les caprices du mobilier de cette foutue maison. Tu roules douloureusement sur le sol jusqu'à ta lampe torche, que tu saisis fermement. Agent Médusa, ça va? Suivante, je crois. On arrive. Je suis complètement paniqué. Je sais pas quoi faire. Tous mes plans ils sont tombés à l'eau. Je me rends compte qu'en fait, je suis pas si fort que ça. Il y a une vraie remise en question de qu'est-ce que je branle là. Putain, c'était quand même bien le FBI. On était tranquille. Et du coup, je reste encore en haut. Juste, je fais attention. Agent Médusa, tu te relèves lentement. Chacun de tes mouvements est accompagné d'une vive douleur. Ton corps est meurtri, tes muscles tendus et ta peau écorchée. Autour de toi, de petites paires d'yeux brillants percent l'obscurité. À la lueur de ta torche, tu constates qu'une colonie de rats vit ici. Ils sortent leurs petites têtes pointues de trous sombres et se glissent avec agilité entre les planches de bois pourries des cloisons. Bientôt, tu entends des bruits au-dessus de toi. Ta collègue Watson s'engage dans l'escalier à son tour. Cette fois, la descente se fait sans incident. Vous balayez la pièce du regard. En réalité, cette cave n'est pas très spacieuse. Quelques étagères supportent un agglomérat d'affaires hétéroclites rouillées, moisies ou recouverts de poussière. À part cela, peu de choses notables en dehors du sol qui n'a pas de revêtement. Vous marchez directement sur de la terre. Vous entreprenez malgré tout de fouiller un peu l'endroit. La cave est jonchée d'outils oubliés, tous inutilisables du fait de leur état de conservation déplorable. Une scie oxydée, des marteaux aux manches pourries, des dizaines de tournevis dévorés par la rouille, et même beaucoup d'objets que vous ne parvenez plus à identifier. Rien ne semble avoir de réelle importance. Tout porte la marque de l'abandon. Watson, alors que tu t'apprêtes à passer à un autre recoin, tu repères un morceau de tissu dans lequel quelque chose semble emballé. Lorsque tu défais délicatement le paquet, tu révèles une dague rouillée. Son métal est corrodé et taché de sang séché, qui accentue son côté menaçant. L'arme semble ancienne et a des inscriptions gravées tout le long de la poignée. Cet objet n'a clairement rien à faire ici. Agent Médusa, en sondant un des murs, tu viens de sentir un courant d'air entre tes doigts. On dirait qu'il y a un couloir derrière. Peut-être que ça mène, je sais pas, vers l'église. En tout cas, si on passe par là, on croisera peut-être pas les habitants. On peut essayer de fuir par là. Ouais, essayons de casser et voir où ça mène. C'est quoi que vous avez dans la main là? J'ai trouvé ça dans le coin là-bas avec... Il y a du sang dessus. Oui, mais bon, on est sans armes, alors j'ai dit, on va pas faire la fine bouche. Quoi, c'est genre une dague serpentielle, un truc comme ça? Je pense que vu les délires qu'ils ont dans le pays, ouais, j'espère que c'est du sang de cochon, mais moi aussi j'y crois pas trop. Attendez, il est où Burton? Putain, mais il est passé où? Burton! Burton! Oh putain. Vous vous rendez compte qu'il n'est pas descendu avec vous. En écoutant attentivement, vous avez l'impression d'entendre sa voix à l'étage. Watson, tu remontes l'escalier. Et en haut, tu aperçois Burton, adossé contre un mur, replié sur lui-même. Ses mains tremblent, agrippant son arme avec une intensité inquiétante. Ses yeux, écarquillés, semblent fixer un point invisible dans l'air. Il murmure des mots que tu ne comprends pas, des fragments épars de phrases qui n'ont aucun sens. Une lueur de folie danse dans son regard. Soudain, il lève son arme et commence à se frapper la tête avec le canon. Avec autant de précaution que possible, tu t'approches de lui. Et, arrivé à sa portée, tu poses doucement ta main sur son épaule. Son corps se raidit sous ton contact, mais il ne réagit pas immédiatement. Agent Burton, tu crois voir le visage de Watson, qui affiche un grand sourire rieur. Mais cette image se dissipe très vite, pour dévoiler le visage inquiet de ta collègue. Burton! Burton! Je vais péter les plombs. Faut sortir. Tu vas me donner cette arme? Je garde l'arme. Vous avez trouvé quelque chose en bas? Peut-être une sortie. Je passe devant, mais après tout ce qui vient de se passer, j'ai peur que l'agent Watson soit pas l'agent Watson. Du coup, je garde un coup d'œil dessus, quoi. Agent Watson, tu aides Burton à descendre les marches de la cave. Mais pour toi, Burton,
C'est vraiment difficile d'être là. En plus, quelque chose fait monter en toi une inquiétude nouvelle. Tu as repéré du coin de l'œil la dague ensanglantée que l'agent Watson n'a pas lâchée depuis qu'elle est venue te chercher. En descendant, tu retrouves l'agent Médusa qui plaque sa lampe torche contre les murs en bois de la cave. Bon, faut qu'on se casse de là. Mais la mission? Il n'y a plus de mission. Il n'y a plus de mission. Faut sortir. Avant de partir, je rejette un coup d'œil à cette deck quand même parce que. On peut pas brûler cette maison, je sais pas, elle est horrible. Tu vois du feu quelque part? Non. Alors on se casse. Agent Watson, laissez ça. Non, mais attendez, regardez la dague. Elle est vraiment étrange. Il y a les mêmes symboles que dans l'église. Dans un moment d'espèce de folie, je me dis que la dague, c'est une des solutions. Donc je veux la prendre et je vous dis, il faut trouver le cadavre qui a été enterré ici. Il faut le planter avec cette dague. Ou alors tu tires sur le charbon, ça fout le feu à la maison et on se tire. Non mais je vais pas utiliser des balles. Et si on nous entend? Allez, il est où le passage? Agent Watson, tu arraches les lattes en bois du mur, utilisant toute ta force pour dégager ce qui se cache derrière. Les morceaux de bois tombent lourdement au sol, projetant une pluie de poussière qui emplit l'air d'une odeur de moisi et d'humidité. Alors que la dernière planche est arrachée, vous appréhendez parfaitement le couloir étroit et obscur qui se trouvait là, dissimulé derrière cette paroi. Les murs du passage sont humides, recouverts de moisissures verdâtres et de fissures. Personne n'est passé là depuis des années, voire des décennies. Le faisceau de la lampe de Médusa éclaire l'intérieur, révélant à peine quelques mètres du couloir, avant que les ténèbres n'avalent le reste. Un courant d'air glacial s'en échappe, contrastant étrangement avec la chaleur étouffante du reste de la maison. Avançons. On sait même pas si ça va nous mener vers l'extérieur ou pas. Je passe devant et je marche assez vite. Je veux vraiment que ça se finisse maintenant, quoi. Burton, d'un pas déterminé, tu t'enfonces dans le couloir, suivi de près par Médusa et Watson. Des rages jaillissent de l'ombre, frôlant vos jambes dans leur fuite vers la cave d'où vous venez. Le claquement de leurs petites griffes sur le sol se mêle à une autre présence plus inquiétante. Un bruit de respiration irrégulière, rauque, qui semble venir de nulle part et de partout à la fois. Le couloir finit par déboucher sur une petite pièce exiguë. Au centre de celle-ci, un grabat sale accueille une silhouette décharnée, étendue comme un cadavre oublié. Elle mesure près d'1,80 m, son corps est flétri comme du vieux cuir sec, figé dans une posture grotesque. Au pied du lit, des petits cadavres entassés les uns sur les autres paraissent être là depuis moins longtemps. Une odeur rance de mort stagne dans l'air. L'agent Médusa passe devant, éclairant la scène de sa lampe torche, dévoilant plus en détail l'horreur. La grande créature est nue, maigre à l'extrême, sa peau comme du papier parcheminé collé à ses os saillants. Ses orbites vides d'un noir insondable semblent vous fixer intensément. Les traits de son visage sont figés dans un rictus de souffrance ou de haine. Ses gencives rétractées laissant paraître des dents parfois beaucoup trop longues et effilées, presque bestiales. Agent Burton, tu es pris d'une nouvelle pulsion. L'adrénaline s'insinue partout dans ton corps. Tu brandis la dague que tu tiens fermement entre tes mains, prêt à l'enfoncer dans ce corps abominable. Tu avances, chaque pas plus lourd que le précédent, jusqu'à ce que tu sois assez proche pour le frapper. À l'instant fatidique, tu te figes. Une petite lueur rouge s'illumine dans les orbites vides de la créature. Tu regrettes vite cet instant d'hésitation. Avant que tu ne puisses réagir, la dague t'échappe des mains. Elle s'envole dans l'air comme arrachée par une force invisible, et d'un mouvement rapide, elle se dirige droit vers ton ventre. Dans un réflexe salvateur, tu parviens à saisir la lame avant qu'elle ne te transperce complètement, faisant tomber ton arme à feu au sol. Mais la force qui la pousse est immense, surnaturelle. Elle te fait glisser en arrière, te forçant à lutter de toutes tes forces pour empêcher la pointe de pénétrer plus profondément dans ta chair. Un ricanement froid s'élève soudain, comme si la pièce même se moquait de ta lutte. Des craquements d'os accompagnent les premiers mouvements de la silhouette décrépite, ses membres raides et tremblants, se tordant dans des angles impossibles. Elle se redresse lentement, ses orbites rouges brillant de malice terrible, et son rictus déformé, laissant entrevoir un sourire monstrueux, comme si elle savourait déjà votre terreur. Oh putain, on va crever là. J'attrape le flingue de Burton et je tire sur le cadavre. Tous tes tirs ont atteint la cible, constellant son corps de petits trous parfaitement découpés. Mais il ne semble nullement affecté par cette attaque.
Son ricanement s'intensifie, laissant échapper des filets de bave noire et visqueuse. Sans te démonter, tu entreprends de recharger l'arme. Tout cela est vain. Laissez-vous attendrir par la douce mélodie de la mort. Agent Burton, tu es toujours aux prises avec la dague qui est enfoncée d'un bon centimètre dans ton flanc. Tu vois la créature lever l'index. Semblant obéir à ce commandement, la dague change de trajectoire et s'échappe de tes mains. Impuissant, tu vois la lame fendre l'air et s'enfoncer violemment dans la cage thoracique de l'agent Médusa, qui pose un genou à terre, les yeux grands écarquillés, le souffle court. Vous êtes les prochains. Rejoignez-nous. Agent Watson, Médusa s'effondre devant toi. Le corps inerte, la dague maudite enfoncée dans la poitrine. Tu te précipites vers elle pour te saisir de la dague, et avant que tu ne puisses l'attraper, la dague s'arrache d'elle-même du corps de Médusa avec une vitesse fulgurante et se précipite droit sur toi. Une seconde avant l'impact, l'agent Burton te pousse brutalement sur le côté et s'interpose, la dague se fichant profondément dans son épaule. Burton, tu ne peux t'empêcher de laisser échapper un cri de douleur, mais au prix d'un effort surhumain, tu parviens à agripper fermement le manche de la dague et à la retirer de ton épaule. Du sang coule le long de l'arme qui cherche à se dérober de tes mains. Tu ne vas pas pouvoir la retenir longtemps. Watson, tu te précipites vers lui et tu empoignes toi aussi la dague à deux mains. La lame vibre, sa force maléfique battant contre votre emprise. Le métal de la lame se tord dans tous les sens. Tu sens ta force faiblir. Tuez-le! Je prends la dague et je fonce sur la chose sans réfléchir pour la tuer. Dans un élan désespéré, tu te précipites vers cette créature immonde, la dague en main, le cœur battant à tout rompre. Nouvelle désillusion. À quelques centimètres de sa chair pourrissante, la lame s'arrête net. Tu restes là, la main tremblante, comme si une barrière invisible retenait ton bras en arrière. Un puissant courant d'air se met à souffler autour de toi, émanant directement de la créature. Il te repousse, te forçant presque à reculer. Pourtant tu t'acharnes, luttant pour transpercer ce mur impalpable qui te sépare de la chose abjecte. Le vent glacial te brûle la peau, les poumons. Malgré tous tes efforts, la dague ne bouge pas d'1 centimètre. L'agent Burton arrive derrière toi, pose ses mains sur le pommeau et joint ses forces aux tiennes. Vous sentez la barrière faiblir. Elle cède d'un coup, et vous vous retrouvez projeté en avant, emporté par votre propre poids. La dague traverse l'avant-bras de la créature et va se ficher dans le mur derrière elle. Watson, tu es étalé sur le sol. Tu sens que la créature essaye de t'agripper la jambe de ses longs doigts osseux. Tu te débats dans tous les sens, en criant et en jetant des coups à l'aveugle. Tous vos efforts sont voués à l'échec. Mourrez, tels les chiens que vous êtes. Celui qui se cache dans l'ombre sera ravi de vous rencontrer. La main qui agrippait ta jambe desserre son étreinte. Détaché de son corps, coupé par les balles de l'arme de l'agent Burton, blessé, haletant à quelques pas derrière toi. La créature recule lentement, ses orbites rouges roulant de surprise et d'irritation en regardant son moignon suintant d'un liquide noir et poisseux. Ok, je réfléchis pas trop, je vois la dague qui est derrière lui et je veux pousser son gros corps dégueulasse dessus. Tu te jettes sur la créature avec l'énergie du désespoir, tandis que l'agent Burton finit de vider son chargeur, faisant voler en éclats des fragments d'os et de peau séchée. Prise de court par cette charge inattendue, la créature perd l'équilibre alors que tu fais peser tout ton poids et ta vitesse sur elle pour la faire basculer. Le choc est brutal. Le contact de ta peau avec celle de la momie t'arrache un cri de douleur, te coupe la respiration, mais tu la sens céder sous ta poussée et subir la collision contre le mur derrière elle. Tu t'effondres au sol, anéanti par cet effort ultime. Tu cherches ta respiration et tu frottes tes bras couverts de cloques noires sur le sol pour essayer de soulager la douleur. La créature ne bouge plus. Sa tête explosée s'est empalée sur le pommeau de la dague qui était planté dans le mur sur lequel tu l'as projeté. Son corps déjà flétri se recroqueville et se réduit en une masse informe et sombre qui s'évapore lentement sous tes yeux. Tu restes allongé, à moitié consciente, le corps brisé par l'effort. Un faible sourire se dessine sur tes lèvres. Tu l'as fait, tu as mis fin à cette horreur. Autour de toi, le silence pesant est brisé seulement par les gémissements légers de l'agent Médusa, allongé à côté de toi. Burton est là aussi, inconscient à côté d'elle, une fine ligne de sang coulant de son épaule. Tu réalises que le temps presse. Il faut à tout prix sortir d'ici et trouver un médecin pour sauver Médusa. Mais dehors, est-ce que la foule d'habitants est encore là, prête à vous faire subir Dieu ne sait quelle horreur? Tu te relèves en titubant. Burton reprend difficilement ses esprits, tandis que Médusa semble chercher chacune de ses respirations. Il n'y a pas de temps à perdre. Tu soutiens Burton et Médusa, chacun par une épaule. Ils marchent péniblement en s'appuyant sur toi.
quand soudain, de petits morceaux de terre tombent sur vos visages, se mêlant à la sueur froide qui perle sur vos fronts. Un grondement sourd monte lentement, la terre tremble sous vos pieds, d'abord légèrement, puis avec une intensité croissante. Vous entendez distinctement des poutres de bois de la vieille maison gémir sous la pression. Il faut sortir de là. Le sol craque, et chaque grincement vous donne l'impression que la maison pourrait s'écrouler d'un instant à l'autre. Vos corps vous font souffrir le martyre, mais un instinct de survie animale vous fait vous accrocher à la vie, et vous donne la force, pas après pas, de sortir de la cave. Le salon est un véritable champ de ruines. Un immense trou béant a avalé les meubles, et le plancher éclaté est à peine empruntable. La maison est en train de mourir. Watson vous aide à passer par la fenêtre par laquelle vous étiez rentré, et passe à son tour. Quelques instants plus tard, la maison s'effondre définitivement, engloutissant tout ce qu'elle renfermait dans un nuage de poussière et de débris. Il fait complètement nuit maintenant, et dans un dernier et court instant de lucidité, vous regardez autour de vous. La foule des habitants est effondrée sur le sol, comme endormis. Quelques-uns sont debout et ne semblent pas comprendre ce qu'ils font là. Ils essaient de réveiller les autres, et la lueur étrange dans leurs yeux a disparu. À bout de force, vous perdez à votre tour connaissance.